Nous fêtons un anniversaire, nous soufflons la 3e bougie du gâteau de notre cours. Essayez d'imaginer ce que suppose pendant 3 ans de réunir un groupe de personnes par les temps qui courent, avec constance et fidélité comme nous le faisons, vous et moi. C'est une grâce qui nous a été accordée. Nous avons durant ces 3 ans suivi la filière de l'évolution. Nous avons commencé par la matière, le temps, rappelez-vous. Nous avons abordé l'être vivant, ensuite l'animal, et depuis le dernier cours, nous avons accédé à l'homme. On en avait parlé avant, mais c'était incidemment, c'est-à-dire en fonction d'autres problèmes. Maintenant, nous sommes proprement affrontés aux problèmes spécifiques de l'homme. S'il fallait faire en moins de mots possible la distinction entre l'animal et l'homme, elle tient en un tout petit mot, un des plus petits de la langue française. La différence entre l'animal et l'homme, elle tient dans ces 3 lettres. L'homme est le seul animal qui peut donner un sens à ce mot. Il faudrait peut-être faire une enquête dans toutes les langues universelles depuis tous les temps pour savoir comment se dit ce petit mot qui est l'âme de la vie de l'esprit. C'est son cœur. C'est-à-dire, rien n'existe en dehors de ce mot. On ne peut pas penser. Dès l'éveil du matin ou même pendant la nuit, au coucher, du premier acte de l'intelligence, quand vous aviez une année, je ne sais pas si vous étiez précoce, 1 année ou 2, non, quand même, 2, on est éveillé. Mais essayez d'imaginer, qu'est-ce qui s'est passé la première fois où vous avez vu propre de l'intelligence? Eh bien, c'est ce mot, sans que vous l'ayez prononcé. Imaginons un petit gosse de quelques mois. Il répète, un peu comme un petit animal, maman, parce qu'on le lui dit, c'est le premier mot qu'on lui apprend. Et il peut le répéter du reste. Mais un jour, il ne s'en souvient plus, et l'entourage ne l'a pas reconnu. Il a dit maman, mais cette fois-ci, il a vu que maman était maman. Maman et maman. Il ne l'a pas formulé comme ça, mais il a dit maman, un acte avec une dimension tout à fait nouvelle, la 3e dimension, ou la 4e ou la 5e, où tout à coup il a accédé à la vérité de la réalité. Ce petit mot, il peut être dans toutes les langues explicites, vous en connaissez quelques-unes, de formulation de ce mot en anglais, en allemand, en latin ou ce qu'on voudra, mais il peut être implicite. On pourrait très bien imaginer une langue qui dit aujourd'hui bleu ciel, ou ciel bleu aujourd'hui. Ben, il n'y est pas formulé, mais c'est évident qu'il est sous-jacent. Je veux dire qu'aujourd'hui, le ciel est bleu. Ce petit mot, il veut dire simplement ceci: ita est in re. Traduction: ita, ainsi, est dans la réalité. C'est-à-dire, ce que je dis, ce que je pense, est conforme à la réalité. Ciel bleu aujourd'hui, c'est 3 concepts. Le concept de ciel, de bleu et d'aujourd'hui, que je comprends. Mais je les réfère à la réalité en affirmant qu'il en est bien ainsi in re, dans la réalité. C'est quelque chose de prodigieux, on l'approfondira, on essaiera de savoir comment. Mais d'abord, on verra qu'un cataclysme philosophique, mais même universel, on pourrait dire, il y a 2 siècles, l'a mis en cause, ce fondement de la vie de l'intelligence. C'est-à-dire, on contestait à l'intelligence le pouvoir, on l'a regardée comme arrogante, de pouvoir se prononcer ce qui est en dehors d'elle, ce qu'elle ne connaîtra jamais. Qu'est-ce que ne connaîtra jamais? Ben, par définition, ce qui est en dehors d'elle. Et j'aimerais que vous notiez une phrase très célèbre, du reste, qui marque la fin d'une époque et le début d'une autre dont on ne connaît pas encore toutes les conséquences. C'est le jour où cette phrase a été prononcée par Hume, je crois. Un au-delà de la pensée est impensable. Un au-delà de la pensée est impensable. Essayez de réfléchir. L'embêtant, c'est que c'est rigoureusement démontrable.
Je ne dis pas que c'est vrai, parce qu'il y a des choses qui sont démontrables, indémontrables et qui sont vraies. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire, la réalité en dehors de ma tête, je ne peux que la penser. Évidemment, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, sinon je ne la pense pas? Mais alors je ne sors pas de la pensée. Donc, penser un au-delà de la pensée, il faudrait que je sorte de la pensée. Dans ce cas-là, je ne peux pas la penser, évidemment. Je suis donc enfermé dans cette subjectivité infernale où c'est comme si je disais un au-delà de la vision est invisible. Je dis évidemment, c'est invisible puisque je ne peux plus le voir. Ce qui est au-delà de la vision est invisible. Alors, un au-delà de la pensée est impensable. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte à l'époque qu'on avait fait une brisure, une césure inguérissable. C'est-à-dire, je ne sais pas si on arrivera à recoller les morceaux. C'est-à-dire, si on arrivera à réconcilier la pensée avec la réalité. On en voit des effets tous les jours, du reste. Je suis frappé de voir, je vous le dis parce que ça fait l'objet d'une réflexion ces temps derniers, que de plus en plus maintenant, quand on parle de n'importe quoi, à la radio, à la télévision, n'importe où, on emploie l'expression un petit peu. On pourrait dire, bon, c'est une espèce, disons, de mode, on ne s'est pas rendu compte, c'est comme quand on dit, il y a comme ça des tics du langage qui sont arrivés quelque part, par exemple. Je sais, il me semble, quelque part, il y a quelque part, ça me perturbe. Bon, maintenant c'est un peu passé de mode. Mais le petit peu, essayez de le repérer. J'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait, je suis un petit peu certain. C'est complètement cinglé. Il est certain ou il n'est pas certain, on ne peut pas être un petit peu. C'est comme si une femme disait, je suis un petit peu enceinte. On dit, écoutez, vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. C'est pas divisible. Alors, dans le langage maintenant, on pourrait dire, bon, c'est pas grave. Je dis, non, c'est pas grave. Mais c'est symptomatique du fait qu'on n'ose plus affirmer que les choses sont ce qu'elles sont. Il fait un petit peu beau. Bon, ça, on pourrait encore nuancer. C'est vrai qu'il y a des fois où c'est pas très clair. Mais c'est quand il y a des propositions qui sont catégorematiques, c'est-à-dire qu'elles sont affirmatives, où on devrait dire oui ou non. On n'ose plus. On a peur, on est fragile, fragilisé. On n'ose plus affirmer que quelque chose est ce qu'il est. Les conséquences philosophiques, vous me direz, bon, tant pis, les philosophes, bon, ils n'osent plus dire ita est in re, qu'est-ce que la réalité, je ne peux pas sortir du domaine de ma pensée, il me semble que c'est comme ça, mais qui peut affirmer, d'accord? Mais je vais vous montrer par un exemple, tout à l'heure, je pense, les conséquences dramatiques, je les considère, et même dans l'économie, je vais prendre un exemple économique, justement, où je pense que la défection des philosophes, d'une pensée philosophique aujourd'hui, elle n'est peut-être pas encore ressentie d'une manière dramatique, mais elle est dramatique. Mais j'aimerais aussi vous montrer que ça peut rejoindre l'homme de tous les jours. Ce n'est pas uniquement une question de spécialistes, de philosophie, de gens qui se coupent les cheveux en quatre, qui se posent des problèmes insolubles. Non. Un exemple tout simple. Il y a quelques années, j'avais été invité, et j'avais même fait, disons, le discours de cérémonie pour un mariage, un grand mariage à Lausanne. Je dis grand parce que, en tout cas quantitativement, parce que la moitié de la famille était d'origine française, une famille franco-suisse, et alors le banc et l'arrière-banc des Français étaient venus en Suisse, tout curieux de voir ce pays peut-être qui peut représenter une sorte de mythologie pour eux. Alors on était vraiment immense, dans un très grand restaurant, une salle qui tenait plus de la cantine d'autre chose. Et le hasard a voulu que je sois à une table à côté d'un jeune Français, justement, qui était un Parisien, qui était un ingénieur. Et on a discuté de choses et d'autres, comme on le fait dans pareilles circonstances. Et très vite, il était très, très curieux des choses de l'esprit. Il m'a demandé ce que je faisais, évidemment. Je lui ai expliqué que j'enseignais la philosophie ou la théologie. Alors on a discuté philosophie. Et très, très vite, il m'a dit qu'il était tourmenté, de fait c'est vrai qu'il en avait l'air, par le fait qu'il ne pouvait pas s'assurer que les choses étaient ce qu'il en voit. Il vivait d'une manière très dramatique et personnelle. Il en faisait presque une mini-dépression. Je le trouvais triste et malheureux. Et moi qui connaissais le problème pour l'avoir enseigné, je ne pouvais pas lui faire tout le cours, nous le ferons. Mais je ne pouvais pas le réconcilier, il aurait fallu avoir un tableau noir, sinon un tableau noir tout au moins. L'instrument philosophique, j'aurais embêté tout le monde parce qu'on n'était pas que les deux. Mais j'essayais quand même de lui montrer la contradiction qu'il y avait à
douter d'une manière aussi angoissante de la réalité du monde qu'il avait sous les yeux. J'essayais de prendre des exemples. Je dis, mais enfin, vous ne doutez pas que je suis là en train de vous parler. C'est pas qu'il en doutait, mais comme ingénieur, il voulait une preuve. On verra plus tard qu'il ne peut pas y avoir une preuve pour l'évidence. Je ne peux pas vous prouver que les lampes sont allumées, ou vous le voyez ou vous ne le voyez pas. Si vous ne le voyez pas, je ne peux pas vous taper sur la tête. Vous pouvez me croire, oui, d'accord. Mais ce n'est pas une preuve, ça, de croire. Il était en belle difficulté dans cette histoire. Alors, je me souviens du reste qu'un peu à bourre d'arguments, on était au dessert, c'est dire si ça avait duré longtemps, et je me suis précipité sur mon dessert pour récupérer un petit peu ce que j'avais oublié de manger avant. Et alors je lui ai subtilisé le sien. Il était du reste un petit peu dans les vapes, il n'était pas très présent à ce qu'il faisait, et pour cause. Et puis au bout d'un moment, quand même, il m'a regardé d'une manière un petit peu inquiète. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas? Puis il m'a dit, mais je crois que vous êtes en train de manger mon dessert. J'ai dit, vous voyez, il y a quand même la possibilité de revenir au réel. Alors on a demandé un dessert, parce que je ne voulais pas lui donner la moitié du sien, que j'avais déjà boulotté. Alors, bien sûr, ce n'est pas un argument. Parce qu'on pourrait dire, mais conventionnellement, pour vivre dans la société, bon, on admet que la réalité est ce qu'elle est. Mais on ne va pas se tourmenter avec ça à longueur de journée. Lui, il le faisait. C'est probablement un homme inquiet. Est-ce que maintenant l'inquiétude, la mini-dépression qu'il donnait, qu'il vivait, est-ce qu'il était conséquence de ce problème ou au contraire la cause? Très difficile à dire, il aurait fallu être son psychiatre. Mais en philosophie, ce petit drame que vivait ce monsieur, ce garçon, ce jeune intellectuel, nous le vivons collectivement, avec les mêmes conséquences, c'est-à-dire avec cette espèce, disons, d'inappétence au réel, où plus rien ne semble bien marcher. Bien sûr qu'à toutes les époques, on s'est plaint, on s'est dit, ah, laudateur du temps passé, disait-on déjà, les latins, laudator temporis acti. À toutes les époques, on a dit c'était mieux avant, de mon temps. Mais il semble pourtant, peut-être que vos petits-enfants diront qu'ils étaient bien pessimistes en 1995. Mais il semble pourtant que si on regarde l'art qui ne sait plus que représenter, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si vous avez vu à la galerie la principale galerie de Lausanne, c'est celle de l'Entracte, qui est dans la rue du Lion d'Or. Donc, c'est une référence, la galerie de l'Entracte. C'est une des premières de Lausanne, avec celle de Vallotton. Et j'y ai amené l'autre jour des amis, et il y avait de nouveau un tableau de Talcoat, où il y avait 2 taches d'encre donc sur une feuille de papier. Et vraiment, je vous assure, ce n'était pas du mauvais esprit, mais personne n'arrivait à créer un rapport, c'est-à-dire un certain équilibre. C'était vraiment une tache d'encre marginale, avec 2-3 raclures. Et c'est 30 000 francs. Alors je dis, Talcoat, c'est quand même quelqu'un, du reste, il y avait son album qui était présenté dans la vitrine. Je me dis, bon, c'est peut-être pas tout l'art, mais c'est quand même quelque chose qui est symptomatique. Alors ça, on ne l'avait pas fait aux autres époques. Si vous interrogez l'art, il y croyait, on y croyait. On faisait encore quelque chose qui avait un langage, qui avait une signification, tandis que maintenant, on détruit le langage. On le détruit pas seulement en philosophie, je vous donne des exemples, mais le nouveau roman a essayé de désarticuler la logique du récit. Bon, on n'a pas été trop loin parce que ça ne se vendait plus, évidemment. Il y a quand même les gens du bon sens. Comme mon gaillard, il est revenu à son dessert. Alors, je pense que de temps en temps, cette espèce, disons, de culture marginale, elle revient aux dures réalités économiques. D'ici, je continue, évidemment. Mais encore, des fois, ça se vend. Parce qu'il ne se fatigue pas, Talcoat, de faire ses tableaux avec des taches d'encre. Je refuse, c'est pas du tout que je ne le comprends pas, je dis non, je comprends très bien ce qui se passe. C'est qu'on ne peut plus représenter si vous faites quelque chose. Quand j'avais fait mon exposition, je m'excuse de prendre des souvenirs personnels, mais un ami à moi, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait Tony Kraft, qui était bien introduit dans la critique artistique de Lausanne. Il avait fait venir un grand critique d'art, à mon insu du reste, en pensant qu'il ferait peut-être un papier intéressant dans les journaux. Enfin, il voulait me rendre service, le brave Tony, il était content que je fasse cette exposition. Vous connaissez mes petites statues, c'est pas de l'art, c'est de l'artisanat, mais enfin,
peu importe, il l'a fait venir. Je ne me rappelle plus son nom du reste, il est mort maintenant. Mais c'était l'autorité, celui qui, quand il écrivait, tout le monde disait... Et alors évidemment, il a détesté cette sculpture. Et l'argument qu'il a donné, je l'ai trouvé merveilleux. Il a dit, mais on voit tous les doigts. Donc moi, je pensais que les doigts, c'est pas de l'anatomie, c'est un rythme. On peut exprimer quelque chose avec une main. Moi, je trouve que c'est un langage. Il y a, suivant comme la main est présentée, il y a des gestes très élégants, pas les miens que je fais maintenant. Mais bon, c'est pour dire où on en était. Alors revenons à nos moutons. Il n'y a plus aujourd'hui de philosophie à partir du moment où on a dit un au-delà de la pensée est impensable. Donc, de la réalité, le philosophe ne peut plus parler. Alors, encore une fois, on pourrait les renvoyer à leurs chères études. Leur dire, écoutez, allez entre vous, vous écrirez des bouquins les uns aux autres que vous ne comprenez pas, ou de propos délibérés, vous écrivez des phrases qui n'ont pas de sens, comme je vous l'ai expliqué pour un professeur de Genève. Son propre aveu a dit que le tiers de mon livre était inintelligible parce qu'il l'avait fait comme tel. Seulement, l'embêtant, c'est que la philosophie elle n'est pas innocente. C'est le poisson pourri par la tête, disaient les anciens. Je dis pas, oui, je pense qu'il y a une sorte de pourriture de l'intelligence, c'est-à-dire on n'y croit plus, elle se meurt. Et c'est tout le corps social qui en pâtit. Si au moins on pouvait leur dire, écoutez, vous vous amusez entre vous, vous vous vendez vos tableaux non figuratifs entre vous, mais non, ça peut être le tableau, ça peut encore aller, mais pas la philosophie. La philosophie mène le monde. N'oubliez pas que Heidegger disait le philosophe est le berger des idées. Et moi, je vais vous montrer qu'il est même plus que le berger des idées. Il est le berger des mots. Il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser sous peine de provoquer une grave crise, et même économique. Alors, je vous donne un exemple. Alors, maintenant, ce que je vais faire avec vous, c'est illustrer la situation dont nous sommes victimes, conséquences dramatiques, exactement comme ce garçon se serait peut-être laissé mourir de faim s'il n'était pas réconcilié avec le réel. Le bon sens a pris le dessus. J'espère que pour notre époque aussi, le bon sens reprendra le dessus et qu'on mangera le dessert, c'est-à-dire la réalité. Un exemple qui me frappe de plus en plus. Je vais prendre un exemple dans la situation économique, c'est-à-dire dans la crise économique que nous vivons. Vous me direz, ben alors voilà au moins un domaine où, grâce à Dieu, les philosophes n'ont rien à dire. Ben justement, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire que ça va mal. Et je pense qu'il n'y a que eux qui pourraient résoudre le problème. C'est paradoxal ce que je vous dis, hein? Ben, je vais vous le démontrer, puisqu'en philosophie, on démontre tout. C'est quoi l'économie? Ben, economia, ça vient du grec, qui veut dire gouverner sa maison, c'est-à-dire il y a le mot oikos qui veut dire la maison. Ben, c'est l'ensemble de ces lois qui font qu'on peut vivre, manger, se nourrir, se vêtir, habiter confortablement, c'est-à-dire décemment. C'est les lois du marché, c'est les lois même pas du marché, parce qu'on pourrait, vous verrez qu'il y a des lois antérieures au marché, mais enfin, c'est ce qui régit notre intendance matérielle. Alors, on va la dessiner, cette intendance matérielle, c'est-à-dire ces biens de consommation. Eh bien, ils sont pas très nombreux. Il y a d'abord la nourriture, je la symbolise sous la forme d'un épi, et puis d'une bouteille. Ce n'est pas nécessairement du vin, ça peut être de l'eau. Hein. Manger et boire, c'est déjà quelque chose. Si tout le monde sur la planète avait de quoi manger et boire, ce serait déjà pas mal. Mais il faut un peu plus. Il faut s'habiller. C'est l'équipement normal, quoi. Il faut pouvoir, surtout sous nos climats, on va mettre encore une paire de chaussures, il faut pouvoir marcher, quoi. C'est l'équipement minimal. Qu'est-ce qu'on fait quand on a fait son marché? On essaye de voir ce qu'il faut pour le dîner, pour les jours suivants, et puis il faut encore des habits pour soi et pour les enfants. Ensuite, il faut habiter. Bien sûr, il faut se loger, en tout cas dans nos climats. On ne peut pas vivre dans la nature. Bon, c'est l'équipement de tout ce qui fait notre environnement matériel. Ensuite, je mettrai, il faut quand même pouvoir se déplacer. Alors, bon, dans le temps, c'était un cheval. Ben, on pouvait peut-être emprunter un cheval ou aller à pied, mais avec de bons souliers. Alors, aujourd'hui, je pense quand même que ça fait partie du minimum de pouvoir
peut-être pas aller en vacances en Espagne ou sur la Côte d'Azur, mais de pouvoir quand même aller visiter ses vieux parents. Ça fait partie quand même de l'équipement minimal. Et puis on mettra encore tout ce qui fait partie des services. Là, on peut mettre un peu de culture quand même. Il faudrait quand même qu'on puisse avoir un journal ou tout au moins un livre, ce qu'il faut. Bon. Je mets des points de suspension, vous pourrez compléter, mais regardez, c'est quand même pas très compliqué. Si le monde entier avait ces biens de consommation, mais ce serait extraordinaire. C'est extraordinaire. Il y en a ceux qui n'ont pas. Les 3/4 ne les ont pas complètement. Hein. Première chose qu'il faut remarquer, c'est que ces biens de consommation, ils ne sont pas naturels. C'est-à-dire, ça ne pousse pas dans la nature. C'est l'œuvre de l'homme. Il faut les faire. Bon. Au début, c'était assez simple. On le faisait tous ensemble. Il n'y avait pas d'échange d'argent, rien du tout. Bon. Ensuite, quand la tribu est agrandie, on a commencé à échanger. Évidemment, celui qui fabriquait des souliers, imaginons, ce n'était peut-être pas des souliers, c'était peut-être des flèches, n'importe quoi, et celui qui fabriquait les huttes, les maisons, il ne pouvait pas se faire payer en godasses. Le troc, il a existé. Il existe encore aujourd'hui dans certaines circonstances, dans certaines catastrophes économiques, on revient au troc, vous verrez. Mais au départ, évidemment, il n'y avait que ce système de troquer. On troquait un morceau de gigot de viande parce qu'on était à la chasse contre, je ne sais pas quoi, un autre bien de consommation. Très vite, on a compris que ce n'était pas monnayable aussi facilement qu'on pourrait le croire. Alors, on a monnayé des heures de service, des heures de travaux. Et j'ai encore connu, moi je suis un vieux de la vieille, je vous dirai des expériences que vous ne pourrez plus jamais faire, peut-être, avant la guerre, dans mon village d'origine, où les paysans se rétribuaient par heures de travail. Un venait aider à construire la maison ou à refaire le toit, et l'autre le lui payait en lui prêtant son cheval tant d'heures. Un travail humain par rapport au travail du cheval. Il y avait un troc déjà à un degré un peu supérieur, parce que ce n'était pas les choses elles-mêmes qu'on se prêtait. C'est très peu échangeable, c'est très difficile à partir d'un certain moment. Mais malgré tout, les heures de travail, les services qu'on se rendait, parce que les paysans n'aiment pas tellement payer, ils ont un rapport à l'argent moins facile que le nôtre. Peut-être ça se comprend, parce qu'ils n'ont pas la paye à la fin du mois. Hein. Mais très vite, on a compris qu'il fallait trouver quelque chose qui, plutôt que les heures de travail, représente la valeur à peu près du travail, grosso modo. Hein. Une maison coûte plus cher qu'un soulier, mais traduit par un symbole. Alors, le symbole, au début, c'était un coquillage. C'était quelque chose d'assez rare, évidemment, parce que sinon, évidemment, ça fait immédiatement de l'inflation, mais qui pouvait représenter la valeur des objets. La seule richesse, elle est là. Hein. À partir de maintenant, ce ne sont que des symboles. Vous pouvez prendre tout ce que vous voudrez, vous verrez, mais il n'y a pas d'autre richesse que les biens de consommation. Si quelqu'un a le minimum de ça, eh bien, il est riche. Il ne peut pas manger plus de 3 fois par jour. Ça ne sert à rien qu'il ait des millions en banque. De toute façon, il mange. C'est ce que je dis toujours à ceux qui critiquent certains millionnaires, même en Suisse. Quand on critique un personnage que vous connaissez peut-être, dont je parlerai tout à l'heure, il faut déjà le citer, puisqu'il est très, très, très notoriement connu de son propre chef, c'est Bernard Nicot. Et combien de fois j'ai entendu dire, il se remplit les fouilles, tout ça. Je dis, il travaille plus que vous, il en fait travailler 1800. Il fait peut-être des baraques qui sont contestables, on verra l'esthétique après, c'est un autre problème. Mais il ne mange pas plus que 3 fois par jour. Il n'a pas beaucoup plus de paires de godasses que vous, etc. Revenons à nos moutons. Pour effectuer ces échanges, parce que c'est évidemment essentiel qu'on les échange, puisqu'on n'est pas censé faire tous le même travail, on ne peut pas vivre en autarcie. Il y a, paraît-il, on a découvert en Russie, non pas des sauvages, anachroniques, de notre époque, des gens qui se sont autonomisés en autarcie dans une toundra, je ne sais pas où, en Sibérie ou autre. Et ils arrivaient, donc ils n'avaient pas d'argent, il n'y avait absolument pas besoin de monnaie d'échange, une tribu moderne. Il y a une chose qui leur manquait, bien sûr, ils n'avaient pas de moteur, rien du tout, ils n'avaient pas besoin de pétrole, rien du tout. Il y a une chose qui leur manquait, qu'ils devaient acheter, c'était le sel. Ils n'avaient pas de sel. Et on ne peut pas vivre sans le sel. Et longtemps, le sel a été une monnaie d'échange. Mais très vite, on a proposé comme
symbole est comme monnaie d'échange quelque chose d'un peu plus précieux, quelque chose qui a une certaine valeur. C'est l'or et l'argent, deux métaux rares qui ont une certaine valeur au sens qu'ils ne sont pas oxydables, qui ont une certaine beauté aussi. Et quand on s'est rendu compte que c'était malgré tout assez difficile, alors on a pris un métal vil, mais sur lequel on a mis un symbole, une effigie. Alors très vite, on s'est rendu compte qu'on pouvait battre monnaie avec non pas de l'or et de l'argent, bien sûr il y avait des pièces d'or et d'argent, mais avec du bronze, mais authentifié comme étant représentatif des biens de consommation. Parce que s'il ne l'est pas, toutes ces représentations, n'ont pas ce rapport essentiel aux biens de consommation, ça ne vaut rien. On serait seul sur une île sans biens de consommation, avec tout l'or du monde, tout le monde a compris qu'on crèverait comme si on était le plus pauvre dans une banlieue de nos cités. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait encore la possibilité de faire un symbole du symbole. À la place de faire circuler des pièces d'or, des pièces d'argent, c'était un peu dangereux, il peut y avoir des faussaires. On a fait alors le symbole du symbole. La preuve, c'est que ça s'appelle de l'argent. Alors ça n'est pas de l'argent. L'argent, c'est un métal qui représente soit l'or, soit les biens de consommation. Ça dépend sur quoi on l'indexe. Alors là, je ne veux pas entrer dans les subtilités parce qu'il y a des fois un système monétaire qui est indexé sur un autre, sur le dollar ou autre. C'est très compliqué. Là, le philosophe, il dit, moi, je ne suis pas compétent, hein, mais j'essaie de comprendre le système, comment il marche. Alors, vous avez un symbole qui ne vaut rien du tout. De toute façon, on pourrait demander la devinette à des gosses qui aiment beaucoup les devinettes. Qu'est-ce qui coûte 1 franc et qu'on peut revendre 1000 francs? Eh bien, c'est un billet de banque, un billet de 1000 francs. Ça coûte 1 franc, puis encore je suis bon, les anciens coûtaient moins d'1 franc. Mais ça vaut 1000 francs, c'est-à-dire, mettons, 1000 heures de travail pour faire les biens de consommation. En fait, c'est un peu plus compliqué. Tout de suite, on se rend compte que ça a des avantages, tout ça. Évidemment, il y aura un 4e degré que vous verrez peut-être, vous ou vos enfants, c'est la monnaie électronique. On n'aura plus de billets de banque pour finir. On sortira une carte magnétique. On ne verra plus la couleur de l'argent. C'est déjà pas la couleur de l'argent, puisque pas de l'argent, c'est du papier. Mais on verra encore moins la couleur de l'argent. Bon, tout ça, c'est assez banal. Je pense que tout le monde, avec un peu de réflexion, a compris cette relation verticale. Seulement, on oublie une autre. Alors là, c'est déjà moins banal. C'est que cet argent, je le considère celui-là, ah oui, je voulais dire, ça a des avantages, mais ça a un gros inconvénient. C'est qu'il peut y avoir des glissements, comme dans une règle, vous savez, une règle à calculer, vous avez une réglette qui circule dans la règle principale. Il peut y avoir des catastrophes, c'est-à-dire il peut y avoir tout à coup de l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation. Aujourd'hui, on fait tout pour la juguler, parce qu'alors c'est la mort. Là aussi, j'ai connu, avant la guerre, et n'oubliez pas que j'avais 13 ans au début de la guerre, donc je faisais déjà une collection de timbres. J'ai reçu d'Allemagne, avec mon frère, on faisait ça, des timbres-poste qui étaient surchargés de 1 million de marques. Mais au tampon creux, ils n'avaient pas l'argent pour refaire les... Donc c'était après la fameuse dépression de 29, de 28. Et nous ne l'avons pas tellement vécu en Suisse. Encore qu'il y avait un chômage, dont le nôtre est une pâle figure. C'est la raison du reste pour laquelle je fais une petite digression, mais quand même ça peut alimenter votre vision de votre patrie, de votre culture helvétique. C'est la raison pour laquelle, du reste, à laquelle je dois la vie, ou en tout cas mes frères et sœurs, parce que je ne sais pas si mon père aurait fait autant d'enfants s'il avait été un petit architecte méconnu dans un coin du canton de Fribourg. Mais grâce à la crise de 29, qui vient uniquement par le fait qu'il y a tout à coup un glissement où l'argent ne représente plus d'une manière stable les biens de consommation. Il y a une sorte de phénomène qui s'emballe, complètement irrationnel. C'est parti de l'Amérique, de New York, et ça envahit l'Europe sans raison finalement, à part des mécanismes qui nous échappent. Alors, quand la Suisse a eu le contre-coup de cette crise avec 2-3 années de retard, Monseigneur Besson, qui était un saint évêque et un homme admirable, a suscité dans toutes les paroisses de pousser à refaire des églises, si elles étaient le moindrement défectueuses ou autres. Il a
vraiment inciter les... Il y avait peut-être de l'argent dans certaines paroisses, sont très riches. Elles étaient très riches parce que c'était très anciennes. Les paroisses, elles passent les générations. Elles ont des biens-fonds qui viennent de 3 ou 4 siècles. Une famille qui a des biens-fonds dans un village ou dans une ville, ça prend de la valeur. Alors, il a donné un essor, et mon père, qui était architecte d'église, justement, par vocation, il a fait la première église à 18 ans, petite chapelle de canton de Fribourg, il a tout de suite trouvé là un créneau, un débouché extraordinaire, et qui a fait qu'il a pu faire une relativement nombreuses familles. Peut-être moi j'étais trop tôt, j'étais déjà avant mes frères et sœurs. Je referme la parenthèse. Toujours est-il que là, il y a des mécanismes qui sont très dangereux, qu'on surveille. Mais ce qu'on sait moins, me semble-t-il, c'est qu'il y a encore une relation essentielle verticale. Tout le monde comprend qu'un billet de banque, s'il n'est pas indexé sur les biens de consommation à travers différentes intermédiaires, n'a pas de valeur. Mais on oublie aussi que le billet de banque n'a pas de valeur s'il n'appartient pas à une main humaine. S'il n'appartient à personne, il ne vaut rien. C'est assez curieux, hein? Il ne reste pas très longtemps sans possesseur. Mais enfin, pour autant qu'il n'est à personne, il ne vaut rien, il ne vaut pas 3 sous. Il n'y a d'échange d'argent que d'une main humaine à une main humaine. C'est ici que les choses se passent. L'argent ne va pas ailleurs que d'une main humaine à une main humaine. Je vais vous donner, et c'est là que je dis le philosophe a son mot à dire, et je dis bien son mot à dire, surveillez le langage. Je vois par exemple, l'autre jour dans les journaux, je vous ai pris les articles, enfin on ne va pas les lire, le canton de Vaud, pendant une certaine période, a jeté l'argent par la fenêtre. Réfléchissons. Tout le monde croit comprendre. On dit, voilà, on a dépensé inconsidérément, on a perdu de l'argent. Pas du tout. Pas perdu pour tout le monde. L'argent n'est jamais perdu. L'argent, il a passé d'une main humaine à une main humaine. Alors pourquoi est-ce qu'il ne passerait pas de telle main à telle autre? Pourquoi est-ce qu'il y a des mains dans lesquelles il ne devrait pas aller? Ça veut dire quoi, jeter l'argent par la fenêtre? On m'a parlé l'autre jour d'un petit village, canton du Gros-de-Vaud, qui s'appelle Tenant, qui s'est payé le luxe un peu imbécile, je le reconnais, à première vue un peu imbécile. C'est après que je me suis dit non, un giratoire. C'est un petit village agricole, on est là, on sort du village, puis un giratoire. On se dit pour trois tracteurs qui passent par là, puis un char à bœuf, c'est comme un idiot. Ils ont dépensé 600 000 francs. Alors, des amis qui habitent pas loin m'ont dit, alors vraiment, c'est une idiotie, c'est de l'argent dépensé. Pas pour tout le monde. C'est pas de l'argent perdu pour tout le monde. Cet argent, il a été chez des entrepreneurs, chez des ouvriers, chez des gens qui ont travaillé. La somme globale, elle n'a jamais diminué en Suisse. Je parle de l'économie en tant qu'elle est autosuffisante en Suisse. Et évidemment, on dépense à l'étranger quand on a besoin de pétrole. Mais notre dépendance au pétrole, mise à part, ou du sucre, mais encore qu'on pourrait être autosuffisant puisqu'on n'était pas dans la guerre. La masse monétaire n'a pas varié. Alors, il n'y a que des circulations de main humaine à une autre main humaine. Exemple, quand il y a eu la fameuse catastrophe à Brigue, les journaux ont dit plusieurs millions de dégâts, de pertes. Je dis pas perdu pour tout le monde. Ça a redynamisé l'économie de Brigue, où il y avait de petits entrepreneurs qui étaient en train de fermer boutique, ils ont trouvé du boulot. Ça a fait du mal à qui? Ça a pris l'argent qui était peut-être un peu bloqué quelque part dans des banques, j'imagine, ou bien quelqu'un qui en avait un peu trop, il empruntera. Brigue est sorti de là bien plus favorablement économique qu'avant, où ça restait trop statique. Parce que ce qui bloque le système maintenant, c'est justement que l'argent, il est bloqué quelque part, il ne circule pas, du reste tout le monde le dit. Il faut faire de nouveau la consommation, redynamiser la consommation. Puis en même temps, on parle d'économie. C'est tout à fait contradictoire. Alors, vous verrez tout à l'heure où je vais en venir. À la solution, c'est-à-dire c'est le philosophe qui peut la donner. Alors, je reprends.
quand le gouvernement, pas Bérégovoy, le successeur, Balladur est arrivé au pouvoir, Premier ministre, première chose qu'il a fait, c'est des économies drastiques sur le train de l'État. Fini de prendre les avions du GLAM, fini les transports avec chauffeur, tout ça. Il était peut-être nécessaire de le faire. Peut-être que l'État il dépensait plus qu'il ne recevait. C'est-à-dire, il avait les impôts, il dépensait plus que ce qui est arrivé dans le canton de Vaud. Alors là, il faut arrêter. Mais il ne fallait pas le dire. Vous me direz, c'est hypocrite. Je ne dis pas du tout. C'est du simple bon sens. Parce que qu'est-ce qu'il est arrivé quand on a vu que l'État commençait à faire des économies? Les gens, qu'est-ce que vous voulez, ils ne sont pas fous non plus. Ils se disent, ah mais moi aussi je vais faire des économies. Et si vous commencez, tout le monde fait des économies, eh bien plus rien ne marche. C'est-à-dire tout est bloqué. Encore une fois, la masse monétaire n'a pas diminué. Il n'y a pas eu de perte d'argent. La seule perte d'argent qui pourrait exister, c'est si on détruisait des billets de banque. Mais alors on n'a qu'à faire retourner la planche à monnaie, c'est pas difficile, ça coûte rien. Il pourrait exister alors au contraire des destructions de biens de consommation. Figurez-vous qu'il y en a trop. On ne sait plus que faire du fromage qui s'aligne sur des kilomètres de rayonnage, du côté de Bulle, surtout le Bon Gruyère. Les maisons, vous êtes bien quelques-uns parmi vous sans savoir que il y en a presque un peu trop, parce qu'il y a beaucoup de choses à louer. Les vêtements, il y a une concurrence acharnée, parce qu'on fait faire ailleurs. Des biens de consommation, il y en a presque trop. Seulement, ce qu'il y a, c'est que l'argent, il est bloqué quelque part. Alors, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, je reviens sur le sujet. Je parlais l'autre jour avec Bernard Nicolas. Je peux le citer parce que je crois que je ne veux pas lui faire du tort. Mais je crois qu'il est représentatif de quelqu'un qui prend la crise de plein fouet, lui. Alors, on peut le critiquer. Je n'entre pas dans le débat. Mais s'il y a quelqu'un qui est en première ligne, c'est bien lui. Si lui se casse la gueule, c'est-à-dire si vraiment, et il est honnête dans le sens que c'est pas un homme qui dépense à Divonne comme certains l'ont fait, des directeurs d'immobilier qui allaient dépenser l'argent de leurs clients à Divonne et qui se sont fait condamner. Il ne boit pas. C'est moi qui l'ai dégoûté de l'alcool, alors je peux le dire, c'est fini maintenant. L'alcool, je ne veux pas voir, j'ai rencontré une autre fois comment au foyer il s'était saoulé, et puis ça l'a dégoûté définitivement. Bon, il a quelques petites dépenses pour sa libido personnelle, mais ça ne doit pas coûter les monts et merveilles. C'est le seul luxe, entre parenthèses, qui se... Mais de temps en temps, je reçois des téléphones de lui, mais complètement paniqué. Alors c'est la panique à deux pattes, c'est-à-dire c'est vraiment l'affolement. Il m'avait dit l'autre jour... Je ne suis pas sûr, je sais que c'était 1 million par mois, mais on m'a dit non, c'est plus, mais mettons qu'il perd 1 million par mois, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si, moi je ne peux pas, parce que je ne les ai pas, je ne peux pas les perdre, mais il faut savoir ça, que là, quand on est au sommet, on est plus exposé que quand on est s'il se casse la gueule, encore une fois, c'est 2000 chômeurs du jour au lendemain en Suisse romande. Alors, je lui expliquais, parce que lui, il me dit, il n'y a plus d'argent. On ne peut plus rien, on ne peut pas trouver de l'argent, les gens ne veulent pas dépenser, ne veulent pas acheter. Alors je lui ai dit, mais non, l'argent, il y en a. La masse monétaire n'a pas diminué d'1 centime. Mais la question, c'est de savoir pourquoi il ne circule pas. Alors il ne circule pas parce que les gens ont peur. Tout le monde veut faire des économies. Alors, on voit très bien quand on a commencé d'avoir peur. Parce que la peur, c'est quelque chose qui est très précis. Chacun qui a eu peur un jour dans sa vie, il y a d'autres choses qui sont plus clandestines dans la psychologie humaine, des petites dépressions qui commencent un tout petit peu à miner le terrain. Mais la peur, non. Elle a cet avantage, c'est que quand j'ai peur, c'est à partir d'un certain moment, et puis c'est clair, ça se déclare assez vite. Et bien ça a été spectaculaire. C'était à la guerre du Golfe. Avant, ça surchauffait un peu, il fallait faire attention à l'inflation, je ne sais pas quoi, il y avait des mécanismes qui étaient en train de s'emballer. Et tout à coup, mais du jour au lendemain, les gens ont peur. Ils ont été se ruer dans les magasins, faire des provisions de sucre, et puis on a commencé à économiser. Mais à partir du moment où tout le monde économise, il y a des gens qui sont alors forcés d'économiser parce qu'ils ne peuvent plus gagner en amont. On ne sait pas jusqu'où ça va. Quand une fabrique, elle,
ne peut plus payer ses ouvriers et puis qu'elle ferme. C'est tout ce qui est en amont, hein. C'est ça le grave. Alors je lui ai dit la chose suivante, parce qu'il faut quand même essayer d'y voir clair. Je lui ai dit, écoute, moi en économie j'y connais rien, hein. Mais si j'ai un conseil de philosophe à te donner, c'est la chose suivante. Il faut porter le remède à la racine. C'est incontestablement un problème de psychologie collective qui est la clé du système. Après, on pourra voir dans les différents degrés où c'est qu'on peut débloquer ce qu'il faut faire. Les pauvres chefs d'État qui sont maintenant en train de ruser pour diminuer le chômage sans augmenter les impôts, tout en augmentant les prestations sociales, c'est à devenir fou. C'est vraiment le rond carré. On leur demande de faire des ronds carrés. Et je lui ai dit, écoute, puisque tu connais bien certains chefs d'État, en Suisse en tout cas, il est très ami avec Delamura et autres, qui est un homme, je crois, très honnête, on peut avoir sa vie différente, c'est un jour de vote, aujourd'hui vous votez pour qui vous voulez, mais personnellement je ne vois pas autre chose qu'en lui, qu'un de ces anciens héritiers des Romains pour qui la chose publique, et c'est pas drôle tous les jours, on y laisse sa santé, il la prend à cœur, et c'est facile de le critiquer du dehors. Hein. Moi je trouve que, bon, je ferme la parenthèse parce que j'irai trop loin. Mais je dis, écoute, propose-lui, on verra, que quand il va à Bruxelles ou ailleurs, parce qu'il a l'oreille, il est beaucoup plus apprécié en dehors de la Suisse qu'en Suisse, encore qu'on sait, je crois, reconnaître sa valeur, mais je crois que les Suisses allemands qui n'aiment pas beaucoup. Il a la cote la plus basse quand on fait des... Alors, je lui ai dit, écoute, tu lui proposes de faire l'antidote de ce qui est arrivé à la guerre des 6 jours, de la guerre du Golfe, c'est-à-dire cette espèce de cataclysme de peur qui est irrationnel, mais complètement irrationnel. La guerre de Yougoslavie est bien plus menaçante et plus grave pour l'Europe que la guerre du Golfe. Je ne sais pas pourquoi. J'ai reçu à 2 heures du matin un téléphone d'Amérique où j'ai entendu mon interlocutrice pleurer en me disant « c'est la guerre ». Elle pleurait. Mais je n'ai jamais entendu quelqu'un pleurer parce qu'il y avait la guerre en Yougoslavie. Et pourtant, c'est là qu'a commencé la guerre de 14. Alors, je lui ai dit, écoute, tu lui proposes la chose suivante, de proposer à tous ces ministres de tous les États européens, tout au moins, de proclamer une année de non-peur, nolite timere, c'est-à-dire une année de confiance. On a fait l'année de la femme, on a fait l'année de l'enfance, on a fait des années saintes à Rome, mais on met le pape et tout le monde dans le coup et on dit, écoutez, à partir du 1er janvier de telle date, jusqu'au 31 décembre, on va essayer, autant les États, que les économies domestiques, que les commerces, tout le monde, de surveiller, de faire en sorte d'avoir moins peur. On se rend confiance, l'année de la confiance économique. Puis on verra après si c'est pire qu'avant. On pourra toujours voir, on arrêtera si ça ne va pas. Au bout d'une année, ce n'est pas la mer à boire. Les gens, de toute façon, ne vont pas jeter l'argent par la fenêtre, puisque c'est une expression qui n'a pas de sens. Sauf peut-être qu'ils l'économiseront, parce qu'ils ont peur. Mais on verra. Et si ça va un peu mieux, on peut toujours continuer, puisque c'est ça qui a bloqué tout le système, finalement. C'est parce qu'on a eu peur. Seulement, si vous multipliez cette peur par tout le monde, et qu'ils se font peur les uns aux autres, quand on voit que les autres ont peur, pas seulement ça, mais d'abord, le système lui-même se bloque. C'est-à-dire, alors, pour finir, ça devient un problème économique, c'est évident, qu'il n'y a plus d'argent, puisqu'il ne circule pas. Mais il faut croire qu'il est quelque part, puisqu'il n'a pas diminué d'1 centime. L'autre jour, j'entendais encore une réflexion qui m'a fait aussi réfléchir. C'était des braves Suisses moyens qui se plaignaient des difficultés économiques. Il y en a ceux qui la sentent passer. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chômage, hein, tonnerre. Mais l'ensemble, lui, il a les mêmes ressources qu'avant. Là, en tout cas, ça n'a pas diminué. Là, ça n'a pas diminué. L'argent est le même. Il a la même caution. Il a la même relation. Il a le même investissement. Mais il parlait de cet argent qu'on allait porter au Rwanda, je crois, où on avait fait un don de plusieurs millions en nourriture, en vêtements, en biens de consommation, justement. Alors il disait, cet argent, à la place d'aller le porter là en Afrique, un pays qui ne nous aide de rien, on ferait mieux de le donner aux chômeurs chez nous. Il y a des gens qui tirent le tas par la queue, il y a des mamans seules, j'en connais, qui sont au chômage avec 3 gosses, je vous dis que c'est pas drôle tous les jours. C'est vrai à première vue, non mais je ne dis pas que c'était faux. Mais je me suis dit, mais il n'y a pas 1 centime qui va au Rwanda. Il n'y a pas 1 centime.
Il y a des biens de consommation dont nous regorgeons, parce qu'il faut dire ce qui est, du blé, du beurre, des habits, des maisons, il y en a trop, on ne porte pas des maisons. Qu'est-ce qu'on a apporté là-bas? Des biens de consommation, et on a fait un échange d'argent entre Suisses. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire de là même le transporteur a été payé en argent suisse. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas que ceux-là gagnent de l'argent au détriment de quelques autres? Au contraire, on devrait accentuer. On ne va pas s'appauvrir en donnant les biens de consommation. Ce n'est pas ça qui nous appauvrit. Donc, je ne vois pas où est le problème. C'est la même chose que le giratoire de mon petit village, là-bas. Ce n'est pas de l'argent foutu par la fenêtre. C'est de l'argent placé. On pourrait représenter la société économique. Ça, c'est la masse monétaire. Alors, ça circule dans un sens, dans un autre, d'une main à une main humaine, à une main humaine, à une main humaine. Et puis tout à coup, il y a celui-là qui ne marche plus, mais alors il est remplacé par un autre, à moins que ça bloque. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire si c'est... Oui, ça fait pour le type, bien sûr. Mais si tout le monde a peur, pour finir, il y aura toujours ceux qui sont au bas de l'échelle qui écoperont, qui seront les premières victimes. Parce que ça ne circule pas. Alors, je crois, c'est peut-être un peu, je ne dirais pas prétentieux, mais il faudrait peut-être affiner le système. Mais je pense que si par un consensus universel et les penseurs se mettant eux-mêmes comme garants de cette analyse, que l'on débloque le système économique en disant aux gens, on va faire une expérience et leur dire, à la place de dire économie, puis en même temps dire il faut refaire partir le marché économique, je dis c'est contradictoire. On n'arrête pas de faire des économies, il ne faut pas le dire. Parce que l'argent, il faut qu'il circule. Voilà. Je ferme la parenthèse que j'ai ouverte tout à l'heure quand je vous ai expliqué que le philosophe, il est dramatiquement absent de l'analyse même des problèmes économiques. Et que c'est peut-être là qu'il faut chercher. Je vous cite cette phrase de Condorcet. Une société qui n'est pas éclairée par les philosophes est trompée par les charlatans. Ça, c'est clair. Si elle n'est pas éclairée par les philosophes, elle est trompée par les charlatans. Peut-être pas dans ce domaine, je ne vois pas de charlatans, mais il y en a d'autres de domaines. Ou alors c'est les charlatans qui prennent la succession. N'oubliez pas que Platon, notre maître, puisqu'il est dans la filière d'Aristote, il est le maître d'Aristote, lui pensait vraiment que le philosophe n'était pas quelqu'un qui écrit des livres dans sa chambre et puis enseigne à des élèves. Il pensait qu'il était le conseiller majeur du tyran. Je traduis, le tyran ne voulait pas dire n'est pas le sens qu'il a aujourd'hui. On appelait Tyrannos un autocrate, mais qui pouvait être éclairé. Et pour Platon, c'était le meilleur des systèmes. Il n'a pas tout à fait tort, du reste. En Suisse, on devient tyrannique en temps de guerre. C'est-à-dire qu'on met un général, parce que la situation est difficile, il faut prendre des décisions rapides, et après, il rentre dans le rang. Démocratie, plus ou moins. Eh bien, lui, Platon pensait que le meilleur système, c'était un tyran éclairé. Il y a des peuples qui ne sont pas mûrs pour la démocratie. Je ne vais pas vous citer des exemples, mais c'est une longue conquête. Il faut avoir un esprit civique assez développé. Eh bien, lui pensait qu'on n'était pas mûr à l'époque, en tout cas. Et il a fait 2 tentatives d'aller en Sicile, auprès du tyran Dion, tyran au bon sens, mais ça a échoué. Il s'est fait mal comprendre, je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y aurait une réflexion sur les problèmes fondamentaux, pas seulement psychologiques, de la psychologie des délinquants ou de la drogue, mais sur même les systèmes économiques. Je pense que nous aurions beaucoup à en profiter. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure la belle définition de Heidegger, le philosophe est le berger des idées, mais il est aussi le berger des mots. Il y a des mots avec lesquels il faut être très prudent. Ici, vous en avez un exemple. Il y a 15 jours, c'est pas vieux, hein. Ce mot, donc, les drones, c'est des avions sans pilote, l'armée suisse aimerait s'en doter. Ce mot veut dire avion sans pilote, 350 millions de francs défendus ardemment par les défenseurs de notre patrie. J'ai fait un calcul rapide et cela m'a donné 10 000 salaires à 305 000 francs par année. Donc, c'est de l'argent dépensé pour rien. Je dis, mais c'est complètement idiot. Ça vaut rien, un drone. C'est gratuit. L'argent, il passera que d'une main humaine à une main humaine. Parce que vous ne voulez pas. Alors, si vous voulez économiser, alors on ferait des chômeurs de ce côté-là pour payer d'autres chômeurs là-bas.
C'est un faux problème, ça. Un diamant, il ne vaut rien. Un appareil électronique, il ne vaut rien. Un appareil électronique qui vaut sur le marché 10 000 francs, lui, il ne vaut rien. C'est en amont tous ceux qui ont travaillé. L'argent, il ne va que d'une main humaine à une main humaine. S'il ne va pas à une main humaine, il ne vaut rien. Et l'appareil non plus. Je ferme la parenthèse, on pourra en discuter. Du reste, vous avez certainement votre avis, parce que ça laisse personne indifférent. Le problème de la crise actuelle. Mais je ne sais pas si Bernard Guiraud veut parler de la murade de mon idée. Enfin, je leur laisse la paternité, si vraiment ça me flatte son ego. Mais je ne verrai pas pourquoi on ne porterait pas le remède au mal spécifique qui est à l'origine de notre débâcle. Parce que je crois que ça, on va un peu dans le mur au point de vue économique. Dieu m'entende et me corrige, mais je ne suis pas très, très optimiste. Quand on a dit l'autre jour que les chômages allaient diminuer, c'est un peu des vues de l'esprit, parce qu'il y avait 3 conditions, à condition qu'on ait 3% par an d'augmentation du produit national brut, et je ne suis pas sûr qu'on l'aura. C'est facile de faire des trucs. Mais peut-être qu'ils ont raison, c'est-à-dire qu'il faut redonner confiance. Il faut redonner confiance, les gens se disent, bon, alors j'ai plus besoin de faire d'économie, mais il est bloqué quelque part. Maintenant, je ferme la parenthèse. Alors je reviens à mon propos du début. Tout a commencé le jour où on a mis en cause le rapport de l'intelligence avec la réalité. D'abord chez les philosophes, bien sûr. Ils pensent qu'un au-delà de la pensée est impensable, que je ne peux pas formuler une proposition qui a un répondant objectif. Je vous l'expliquerai plus tard en détail. C'est un peu comme si on était dans une... Vous savez qu'actuellement, il y a des pilotages sans visibilité qui se font en laboratoire. C'est-à-dire, on ne fait plus démarrer un avion, ça coûte trop cher. De nouveau, ça coûte trop cher, on fait des économies. Mais ça coûte plus cher ce qu'on fait. On fait une espèce de cockpit dans un atelier, et puis... on introduit le pilote et il a une vision virtuelle de l'atterrissage. Il peut même le modifier, il travaille sur cette image virtuelle. Eh bien, certains philosophes pensent que nous sommes enfermés dans un cockpit. Nous recevons avec 2 caméras des informations de l'extérieur, que je ne peux pas les vérifier évidemment. Le brave pilote, pour finir, il est persuadé qu'il arrive sur sa piste d'atterrissage. On fait bouger l'avion, au moment s'il fait une manœuvre un peu fausse, on lui fait basculer son truc, c'est couplé sur des moteurs avec des vérins hydrauliques. Moi aussi, j'ai l'impression que quand je vois cette table, je peux la toucher et que ça correspond. Mais on verra, c'est pas aussi simple. On a coupé le cordon ombilical vital entre l'intelligence et la réalité et on n'a pas su le raccommoder. On ne sait plus le raccommoder. Alors évidemment, on continue à vivre, mais on n'ose plus penser la réalité, et avoir confiance en elle, la prendre comme référence. On dit un petit peu dans tous les domaines, un petit peu vrai, c'est un petit peu vrai. Ce mot petit peu m'énerve, je ne peux pas vous dire à quel point. Enfin, peu importe, parce que j'en vois le virus pathogène. Je vous ai donné la dernière fois une feuille que vous reprenez devant vous, qui alors met des notions en place. Nous verrons ce problème de la relation vitale de l'intelligence au réel. Mais d'abord, soyons très modestes et allons-y prudemment. Alors, j'ai donné d'abord les 3 degrés avant la certitude. Évidemment, la certitude, c'est le sommet de la montagne, c'est le diamant, c'est la vie. Tout le reste n'est que progression, mais on ne peut pas rester dans le doute. Mais je vous avais expliqué que mieux vaut douter, là où il faut douter, que d'affirmer quand c'est faux. Et qu'on a perdu cet art de douter. Et pour ça, j'ai retrouvé un article qui est apparu il y a quelques années. J'ai trouvé extraordinaire. Je vous ai dit que c'est un art de douter. Et comme tout art, ou c'est trop ou c'est pas assez. Dans le texte que je vous ai donné, on voit les sceptiques qui doutent alors de tout, systématique, ou il y en a de ceux qui ne savent pas douter. On devrait avoir la sagesse de dire « je ne sais pas », momentanément, sachant qu'une réponse, il y en a une. Mais
je suis toujours frappé à quel point c'est rare de trouver quelqu'un qui a la sagesse de dire dans ce domaine, je ne sais pas. Or, j'ai retrouvé cet article que je trouve extraordinaire. Les savants occidentaux et soviétiques, alors vous imaginez quelle caution, nous l'affirment, nous sommes seuls dans l'univers. Mais c'est à crouler de rire. Mais c'est quand même imbécile de dire des choses pareilles. Mais c'est complètement crétin. Je n'en sais rien. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas la sagesse de dire « je n'en sais rien » ? Surtout les savants n'en savent rien. Vous savez pourquoi les savants n'en savent rien ? Pour une raison très simple. C'est que, pour dire « nous sommes seuls dans l'univers » ou au contraire, le calcul des probabilités nous incline à penser que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, parce qu'il y a les deux thèses, étant donné qu'on n'en sait rien. Alors il y a le oui et le non, évidemment. Très peu disent « je n'en sais rien » chez les scientifiques ou chez l'homme de la rue. Mais il y a une raison quand même. C'est que pour dire oui ou non à ce problème, il faut partir d'un préalable qui n'est pas vérifié, c'est qu'alors la vie intelligente sur la Terre est le pur fruit du hasard. Je peux faire un calcul des probabilités que si c'est un fruit du hasard. Sinon, je ne peux pas faire un calcul de probabilité. Le calcul de probabilité, c'est les chances qu'un phénomène arrive avec les mêmes causes. Alors, et si ça n'était pas le fruit du hasard ? Et s'il y avait, comme on l'a montré, une intelligence, intellectus, une intention intelligente, pas Dieu, peut-être des intermédiaires. Dans ce cas-là, je n'en sais rien s'ils ont fait d'autres mondes ou pas. C'est en tout cas pas les scientifiques qui viendront me le dire. Peut-être qu'un jour recevront-ils un message qui sera assez vieux. Alors, ce message, il aura quelques millions d'années ou quelques milliers d'années-lumière. Mais, en attendant, je n'en sais rien. Alors, c'est pour ça que je vous mets en garde contre des affirmations péremptoires et la sagesse de douter. Mais nous n'en sommes plus là. Nous avons vu le doute, nous avons vu la certitude. Et dans la certitude, regardez votre feuille, il y a 3 sources de certitude. Alors, la première, je l'ai donnée, c'est l'évidence. Elle paraît la plus simple, et bien c'est celle qui pose le plus le problème, puisque c'est le problème que j'ai posé tout à l'heure. Ita est in re. Est-ce que je peux, sans sortir de mon cockpit, dire c'est comme ça dans la réalité? J'en suis jamais sorti de mon cockpit. Je suis dedans ma machine électronique et j'oserais me prononcer sur ce qui est à l'extérieur. Et si on découvrait qu'à l'extérieur, c'est tout autre chose. Je recevais des stimulations électroniques sous forme de couleurs, de sons, d'odeurs. En réalité, c'est très différent. Mais on verra non. On pourra rejoindre la réalité. On l'avait déjà fait avant. On essaiera de répondre à cette question cruciale que les philosophes modernes disent insoluble au sens propre. Mais ce que j'aimerais alors maintenant vous montrer, c'est qu'il y a encore 2 sources de certitude. C'est la démonstration et la foi. C'est bien à la foi que j'ai rendez-vous aujourd'hui, parce que je l'ai mis au tableau noir, mais je vous fais remarquer une chose, c'est que j'ai mis F minuscule. Il ne s'agit pas de la foi chrétienne, il ne s'agit pas de la foi religieuse. Il s'agit du 95% de nos certitudes scientifiques qui sont de foi. CQFD, ce qu'il faudra démontrer. C'est-à-dire que, mais comment ça marche? Alors pour vous montrer comment ça marche, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Je vais vous montrer que la démonstration, elle a une rigueur presque mathématique. Peut-être que ceux parmi vous qui n'aiment pas tellement la science, les maths, seront un peu décontenancés, mais il faudra seulement écouter, voir qu'on ne démontre pas n'importe quoi. Ce n'est pas du sentiment, on ne fait pas du sentiment. C'est vraiment de l'algèbre, de la démonstration. N'importe quelle démonstration scientifique. Et après, je vous montrerai que pour la foi aussi, il y a des règles. Ce n'est pas une question de sentiment. On dit, oui, moi je le crois. Il a bonne mine, oui, il est convaincant. Je dis, ça, c'est de la folie. Ça donne la porte ouverte à toutes les crédulités, et elles sont nombreuses. Alors là, moi, j'ai un dossier sur la crédulité humaine, enfin, vous en connaissez aussi, mais alors ça, c'est à se taper derrière la cage au gauche, voilà. Mais si vous saviez, enfin, vous le savez, ce qu'on peut faire croire aux gens, des gens bien, des gens comme vous et moi, des intellectuels, qui parlent, pas seulement dans les sectes, mais on peut leur faire croire n'importe quoi. Il suffit d'être un peu convaincant. Si on observait les 4 règles que je vais vous donner, pour la certitude de foi,
vous comprendriez, je pense que vous l'avez déjà soupçonné, que ça n'est pas inconditionnel, la foi humaine, la foi qui me fait admettre avec certitude de foi que la Terre est ronde. Parce qu'aucun de vous ni moi n'avons la démonstration de la rotondité de la Terre. Je vous la ferai au tableau noir, mais je ne l'ai pas faite. Je sais comment on fait, mais je ne l'ai pas faite. Parce que je crois ceux qui ont fait. Alors je dis, bon, alors je vous montrerai qu'il y a une démonstration qui doit être rigoureuse, et je vous montrerai que la certitude de foi aussi, elle ne procède pas du sentiment, de la bonne volonté, même pas la foi avec F majuscule. Si on remettait les choses en place, peut-être qu'il y aurait des préventions contre la foi qui tomberait. Voilà, à tout à l'heure. Je risque de faire souffrir quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous, mais il faut souffrir pas seulement pour être belle, mais aussi pour être au courant de la technique philosophique. Ce n'est pas nécessaire que vous compreniez tout ce que je vais vous dire, mais j'aimerais justement que vous vous en étonniez, pas étonné au sens négatif, que vous le découvriez et que vous l'admiriez. La philosophie commence par l'admiration, par l'étonnement, disait Aristote. Mais je veux quand même vous montrer quelque chose d'un peu technique, parce que c'est tout simplement la manière dont vous fonctionnez, sans le savoir. C'est vrai que si on commence à faire de l'anatomie, de la médecine interne, on est stupéfait de voir le résultat de quelle extraordinaire machinerie on est bénéficiaire. Mais vous aussi, seulement c'est mental. Alors, tout ça, c'est dans votre cerveau. Alors, une fois, on va jeter un tout petit coup d'œil. Rassurez-vous, on ne fera pas longtemps. Mais j'ai besoin de vous montrer qu'il y a 3 sources de certitude, il n'y en a pas 4. La certitude intellectuelle, pas la certitude morale. L'évidence, on la verra. La démonstration et la foi. Mais que la démonstration et la foi ne sont pas si éloignées qu'on pourrait le croire. Elles procèdent toutes les deux d'une logique sans quoi on tombe dans la pire des idolâtries de la bêtise et on est victime de n'importe quelle crédulité. Alors, je suis étonné, je vous l'ai dit la dernière fois, de voir à quel point notre cerveau fonctionne comme maintenant. Nous sommes en train de refaire les mêmes découvertes dans les machines, dans les computers, dans les ordinateurs. C'est le même principe. Il y a toujours, et c'est très simple, de savoir si ça passe ou ça ne se passe pas. C'est-à-dire, sujet, prédicat et la copule, ce mystérieux verbe être. Est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Même quand c'est nuancé, c'est oui ou c'est non. Ça passe ou ça passe pas. C'est 1 ou c'est 0 dans l'inscription numérique, comme on le fait dans les ordinateurs. Toute la vie de l'esprit, elle est évidemment structurée sur ce binôme fondamental. C'est oui ou c'est non. Bien sûr que c'est dans la vie pratique très plus complexe, mais c'est réductivement à ça qu'on arrive. Seulement, ce n'est pas si simple. Ce serait bien si c'était aussi simple. C'est qu'il y a d'abord 4 sortes de propositions de jugement catégorématiques, c'est-à-dire le sujet est appliqué au prédicat. D'abord, il y en a un positif, un négatif, facile. Est-ce est P ou est-ce n'est pas P? Mais il y a aussi, quand le sujet est universel, tous les hommes sont mortels, et quand le sujet est particulier, quelques hommes sont des sages, et quelques-uns ne le sont pas. C'est un homme auquel on devrait avoir une certaine reconnaissance, qui a mis ça au point. C'est un disciple d'Aristote, mais du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un philosophe latin qui s'appelle Porphyre. Il a dessiné, c'est le premier qui a découvert le carré de Porphyre, qui porte son nom. Pourquoi on lui doit une certaine reconnaissance à Porphyre? Parce que c'est lui qui a inventé ce nom de Énéade que nous nous sommes attribués. C'est lui qui a inventé ce mot pour qualifier la philosophie de son maître Plotin. Bon, petit salut au passage. Mais par contre, c'est assez intéressant ce qu'il a découvert. C'est-à-dire qu'il a dessiné un carré dans lequel il a mis les 4 propositions. Il y en a 4. 1, elle s'appelle A, c'est une universelle positive. Tous les hommes sont mortels. Ça passe, c'est positif, et c'est tout. Tous les hommes sont mortels.
il a mis dans l'autre angle, et c'est aucun homme n'est immortel, n'importe quoi, aucun homme n'est ange. C'est la même, mais ça ne passe pas. Aucun n'est. Ensuite, I, c'est quelques hommes sont sages. C'est positif, ici c'est positif, mais c'est alors particulier, et ici O, c'est négatif. Quelques hommes ne sont pas sages. Alors il a dessiné les relations entre ces quatre propositions. Ici, on a les contraires. Alors il y a les lois des contraires. Elles ne peuvent pas être toutes les deux vraies, mais elles peuvent être toutes les deux fausses. C'est simple comme bonjour, évidemment. Si tout homme est mortel, l'autre devient fausse. Si je dis aucun homme n'est mortel. Donc, mais elles peuvent être toutes les deux fausses. Je peux dire, par exemple, tout homme est génial et aucun homme n'est génial. Ce n'est pas juste non plus. Elles peuvent être toutes les deux fausses. Non, elles peuvent être toutes les deux fausses. Par contre, ici, on a les contradictoires. Tout homme est mortel, alors nécessairement O est vrai ou juste en fonction de l'autre. Je ne veux pas entrer dans les détails, il faudrait prendre des exemples, mais ça nous retarde. Et ici aussi, on a les contradictoires. Si j'affirme et, je suis obligé de nier I, et si je nie et, je suis obligé d'affirmer I. Ensuite, là, il y a les subalternes et les subcontraires. C'est des relations entre. Ça, ce n'est pas très important. Si vous pouvez, 5 minutes, 10 minutes, retenir qu'il y a 4 propositions A, E, I, O, c'est déjà pas mal. Le cerveau fonctionne sur ces 4 propositions, même quand je fais des jugements de valeur très subtils. Alors, on a essayé de voir quelles sont les règles quand il s'agit d'un raisonnement. Je ferai toujours à partir de ces propositions, A, E, I, O, un raisonnement. Je dirais par exemple, tout homme est mortel. Or, Pierre est un homme, donc Pierre est mortel. Ou bien, un peu plus quand même, plus productif. Je me pose la question de savoir si le mercure est bon conducteur. C'est l'an dernier, en Suisse, on a parlé du mercure, pour savoir si les alliages dentaires nous empoisonnaient l'existence ou pas. Bon, on peut se poser la question, on dire après tout, mais est-ce que le mercure est bon conducteur ou pas? Une question, ça. Hein? Alors, je vais faire une démonstration. Je sais d'une part que le mercure, il est un métal. Alors mettons le mercure ici, est un métal. Et que les métaux sont dans les bons conducteurs. Ici, j'ai les bons conducteurs. Alors si je me pose la question, est-ce que je peux dire que le mercure est bon conducteur? Je me dis, je passe par le moyen terme, ça va bien puisqu'elle a M, je passe par un intermédiaire démonstration, il est nécessairement dans les bons conducteurs, puisqu'il est dans les métaux, tout le mercure est dans les métaux, et les métaux sont tous dans les bons conducteurs. La logique la plus simple, du reste vous diriez, mais évidemment, puisque c'est un métal. Vous faites un antimème, c'est-à-dire vous présupposez la majeure. Alors, quand je dis, est-ce que le métal est bon conducteur? Alors je dis 1, c'est la majeure, la première. Le mercure est un métal. 2, la mineure. Est-ce que c'est dommage qu'il y ait les M, mais c'est égal. La mineure, or les métaux sont bons conducteurs, donc par la loi même, le mercure est bon conducteur. C'est tout simple. Est-ce que je suis mortel? Oui, parce que je suis un homme. Sous-entendu, tous les hommes sont mortels. Il y a toujours 3 propositions. On appelle ça les prémices, et ça la conclusion. Je vais un peu vite parce que ce n'est pas mon but de vous faire la logique, mais sachez que quand j'avais les cours à Saint-Maurice 4 heures par semaine, ça nous durait un trimestre. Les pauvres élèves, j'en avais marre à la fin. Mais c'était au programme, on était obligé. Alors je simplifie. J'aimerais juste que vous ayez l'impression que c'est quelque chose de très logique, c'est quelque chose de mathématique. Même si vous n'êtes pas très réconcilié avec l'algèbre, la géométrie et la mathématique, vous aurez au moins cette conviction que c'est quelque chose qui fonctionne d'une manière implacable. C'est pour ça qu'on arrive à la certitude. Si c'était des approximations, on n'y arriverait pas. Alors, quand je me pose la question de savoir si le sujet appartient au prédicat ou le prédicat appartient au sujet, je passe par un moyen terme de démonstration, par une vérité intermédiaire, qui me le met dedans ou dehors. Alors je vais vous montrer, il y a 19 figures différentes. Ça c'est la plus simple.
Alors elle s'appelle en Barbara. Pourquoi? C'était jubilant du reste, c'était extraordinaire. Parce qu'on a 3 propositions en A. Barbara, A. Chaque fois c'est un mot latin. Mais il pourrait y avoir A et O. Ferio. Ferio. Une figure en Ferio, je vous la donnerai tout à l'heure. Mais déjà remarquez pourquoi celle-là s'appelle Barbara, parce qu'elle est de la première figure, et du premier mode, est la première figure. A. Alors, vite. Je vous en donner une autre, je vous pose la question. Est-ce que les passions sont blâmables? Vous direz, est-ce qu'elles sont blâmables? Bon, on va faire un raisonnement, alors un peu plus compliqué, pas plus compliqué, mais pas aussi rudimentaire que ce sera un Bocardo, c'est-à-dire un O-A-O. Alors, je dis, ça, la première, c'est la majeure, donc. Je mets la colère dans les passions. Je dis, toute colère est une passion. Bon, c'est une A. Ensuite, la deuxième. Il y a des colères, quelques colères ne sont pas blâmables. Alors ici, je mets les blâmables, les choses blâmables, il y en a beaucoup de choses qui sont blâmables. Et il y a des colères qui ne sont pas dans les blâmables. C'est vrai, il y a des saintes et des justes colères. Le Christ a pris une colère mémorable sur le parvis du temple. Il y a des colères qui sont blâmables. Alors je n'ai pas dit qu'aucune colère n'est pas blâmable. J'arrive à la conclusion. Alors regardez comment les cercles vont s'interférer. Alors je vais mettre les blâmables. C'était la question que j'avais posée. Est-ce que les passions sont blâmables? Réponse, il y a des passions qui ne sont pas blâmables. Pourquoi? La colère, par exemple, qui sert de moyen terme. C'est-à-dire que je devrais la mettre en rouge. Alors voyez à quoi va servir la colère. La colère, elle est ici. Elle ne sera pas dans le résultat final. La colère va essayer de me montrer si je dois mettre les passions dans les choses blâmables, oui ou non. À certaines époques, on a pensé, oui, du jansénisme. Toutes les passions étaient blâmables. Elle était bien embêtée. Et la colère du Christ, alors, c'est une passion. Vous voyez, on fait le raisonnement sans s'en rendre compte. On dit, mais la colère du Christ, c'est une passion. Toutes les colères sont des passions. Et vous me dites que toutes les passions sont blâmables. Mais non, puisqu'il y en a quelques-unes qui ne le sont pas. Alors on arrive à ce résultat. J'ai les choses blâmables ici, je mets les passions ici. Et qu'est-ce qui m'autorise à mettre les passions ici? C'est que c'est la colère qui m'oblige, qui tire dehors les passions. Vous voyez, elle les tire dehors. Ça, cette colère-là, elle n'est pas dans les choses blâmables, pas dans toutes les choses blâmables. Donc on arrive à un syllogisme qui s'énonce de la manière suivante. C'est un Bocardo, O, mais O, il est inversé de fait, parce qu'en fait j'ai mis la majeure ici et la mineure ici, pour que vous compreniez mieux. J'ai commencé par la majeure, mais ça c'est la mineure. C'est O, c'est-à-dire quelques-unes ne le sont pas. Toutes les colères sont des passions. Je donne encore vite un petit exemple plus rigolo. Est-ce qu'il y a des indisciplinés qui doivent obéir? On pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a des indisciplinés qui doivent obéir? Alors, la majeure. Il y a des indisciplinés qui sont soldats. Mineur. Tous les soldats doivent obéir. Donc attention, il y a quelques indisciplinés qui sont soldats. Et je mets tous les soldats dans les obéissants. Donc, il y a quelques indisciplinés, ceux qui sont soldats, qui doivent obéir. Donc, il y aura le contraire ici. J'aurai des indisciplinés qui seront obligés d'entrer dans les gens qui doivent obéir. C'est des interférences, et vous le faites spontanément, si on vous pose une question. Y a-t-il des passionnés? Est-ce qu'il y a des passionnés fanatiques? Alors, c'est un phrésisone. E-I-O. Alors, la majeure. Nul fanatique n'est équilibré. Donc, je mets les équilibrés et les fanatiques en dehors. Donc, c'est une E, nulle, universelle, négative. La mineure, quelques équilibrés sont passionnés. Quelques équilibrés sont passionnés. Ils ne sont pas tous. Mais il y a quand même, disons, quelques équilibrés qui sont passionnés. Donc, quelques passionnés ne sont pas fanatiques.
puisque quelques équilibrés ne sont pas fanatiques, puisque les équilibrés, quelques passionnés ne sont pas fanatiques, puisque c'est les équilibrés qui tirent dehors des fanatiques quelques passionnés, ainsi de suite. Il y avait 19 formes de syllogisme. Valables, de non valables, il y en avait plus. Alors c'est assez marrant parce qu'ils avaient chaque fois un nom. Celui que je viens de vous dire, c'est un frésisone, mais il y avait un bramantype, un camenès, un dimaris, un phésapo, un frésisone, et tous les élèves devaient le savoir, surtout aux examens. Il y avait les daraptides, disamis, ditasi, phélaptone, bocardo. Mais peut-être dans vos lectures, vous avez peut-être entendu une fois ou l'autre un argument en Barbara, parce que c'est le plus courant. La première figure, il y en a 4. Barbara, Cellaren, Dari, Ferio. C'est chaque fois ces lettres-là. On s'amusait comme ça, et c'est votre cerveau qui agit comme ça. Chaque fois que vous réfutez quelqu'un, vous lui donnez une exception, ou bien vous lui donnez une approximation, c'est-à-dire vous dites non, mais pas tous. La preuve, c'est que certains non. Ou oui, tous, puisque tout le monde est. Donc le cerveau fonctionne sur ce schéma. C'est toujours un peu fastidieux de le mettre, évidemment, explicitement au tableau noir, mais pourquoi pas, finalement. Bon. Ça, c'est le raisonnement. Il y en a encore d'autres formes de raisonnement. Évidemment, on s'était amusé à faire des sophismes, c'est-à-dire où apparemment c'est irréfutable et pourtant c'est faux. Il y en a de très célèbres, c'est pas moi qui les ai inventés, ça vient peut-être même justement de Porphyre ou peut-être même d'Aristote. Par exemple, si je dis, tout à l'heure je disais, tout le mercure est un métal. Tous les métaux sont bons conducteurs. Tout le monde voit que nécessairement, alors, le mercure qui est un métal et les métaux sont bons conducteurs, le mercure est bon conducteur. Bon. Mais si je dis, pour revenir à la discussion qu'on avait tout à l'heure, tout ce qui est rare est cher. Donc ici, je mets le cher et ici, je mets le rare. Et c'est vrai, sitôt qu'une chose est rare, elle est chère. Sitôt qu'elle est à tout le monde, ben, elle se dévalue. Ça vaut pour les tableaux, ça vaut pour les diamants, ça vaut pour tout ce qu'on voudrait. Si une rivière devient une rivière de diamants, mais une vraie, le cours du diamant s'effondre. Tout ce qui est rare est cher. Or, les appartements bon marché sont rares. Je les mets ici. Je mets ici des appartements bon marché qui sont rares. C'est le moins qu'on puisse dire, on en parlait tout à l'heure. Allez-y trouver des appartements bon marché actuellement. C'est très rare, hein. Et comme j'ai dit que tout ce qui est rare est cher, j'en arrive à cette absurdité que les appartements bon marché sont chers. Où est l'erreur? Pas facile. Parce que la proposition majeure, elle est juste. Tout ce qui est rare est cher. La mineure est juste. Les appartements bon marché sont chers, sont rares. Donc, les appartements bon marché sont chers, ce qui est absurde. Il y avait comme ça des amusements qu'on donnait aux examens pour faire réfléchir les élèves. Assez drôle parce qu'il y a aussi d'autres figures de raisonnement. Hein. Mais c'est de la logique, si vous voulez. C'est de l'interférence des propositions les unes par rapport aux autres. Je vais vous en donner un si ça vous amuse, parce que c'est assez amusant quand on voit quelqu'un qui est confronté à il sait que c'est faux, puis il ne trouve pas tout de suite l'erreur. C'est que quand on a un dilemme c'est une autre forme, alors c'est pas un syllogisme. C'est lorsqu'on a P ou Q, je m'excuse, mais c'est les lettres qu'on employait, cette espèce d'algèbre qui est la logistique. C'est-à-dire deux propositions qui sont régies par le tiers exclu. C'est l'une ou l'autre. C'est pas les deux. Et ça ne peut pas être les deux, et il n'y en a pas une troisième. Par exemple, on pourrait dire « il fait beau » ou « il fait vilain ». Je dis « non, il y a des fois où c'est intermédiaire ». Mais par exemple, si je vous dis « vous êtes un homme ou une femme », vous dites « oui, évidemment, ça ». Si j'exclus l'un, je suis obligé d'admettre l'autre. Et si j'exclus l'autre, je suis obligé d'admettre l'un. S'il y a le tiers exclu. Ou vous êtes un homme ou une femme. Or, je dis « or, vous êtes un homme, donc vous n'êtes pas une femme ». Donc, je peux nier l'un en fonction de l'affirmation de l'autre et affirmer l'un en fonction de la négation de l'autre. Et si je dis ou il fait beau, ou il fait vilain, ou il pleut, ça c'est le tiers exclu, hein. Ou il pleut, ou il ne pleut pas. Prenons ça, c'est encore plus simple. C'est vrai, ou il pleut, si peu que ce soit, ou il ne pleut pas. Or il pleut, donc il ne pleut pas. Je nie l'autre. Où est la bulle? Ben, vous chercherez.
Alors quand on mettait ça aux examens, aux élèves, c'était pas pour les notes, c'était quand même pour voir cette espèce d'affolement de l'esprit qui dit mais je me suis fait avoir. Mais il y a une bulle quelque part dans la forme, bien sûr. C'est dans la forme uniquement. Ou c'est A ou c'est B. Si c'est exclusivement A ou B, j'affirme A, je suis obligé de nier B. Ou il pleut ou il ne pleut pas. Or il pleut, donc il ne pleut pas. Ce qui est absurde. Voilà, je voulais vous le montrer. Pour que ça ne reste pas sur votre feuille uniquement une étape, la démonstration. Mais moi, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ça, hein, la certitude de foi. Eh bien, alors là, on va le faire un peu plus calmement. Et alors là, je pourrais vous le faire comprendre, parce qu'alors vous le faites toute la journée. Et Dieu sait si on fait des erreurs dans ces trucs-là. C'est que la certitude de foi, elle a aussi ses règles de pure logique. C'est apparemment pas vrai, mais vous allez voir, il y a 4 règles. Là, il y en a des centaines de règles. Pas seulement pour le syllogisme. Pour le syllogisme, chaque figure avait des règles particulières, puis il y avait les règles de toutes les autres formes de raisonnement. Mais là, il y en a 4. D'abord, revenons sur notre proposition du cours précédent. La foi, c'est lorsque je ne peux pas voir l'objet. Évidemment, sinon, j'y crois pas. Par exemple, moi, je ne crois pas en Dieu. Je me tue de le dire à qui veut l'entendre, parce que j'en ai fait la démonstration philosophique. Ça fait toujours un peu rire, ça. On se dit, le pauvre innocent. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Ma raison, je ne dis pas Jésus-Christ, hein, je ne dis pas la Trinité, ça c'est un objet de foi. Mais qu'il y ait à l'origine de l'univers une intelligence ordonnatrice, je ne peux quand même pas me taper sur la tête pour ne pas le voir, le démontrer. Donc, mais par contre, quand je ne peux pas, c'est-à-dire je ne sais pas si le Christ est Dieu, si cet extraordinaire prophète est Dieu, c'est une autre paire de manches, alors ça n'est pas démontrable. Je ne voudrais pas prendre un exemple dans la religion, parce qu'on en parlera plus tard. Alors, par exemple, si je ne sais pas s'il y a une galaxie qui se trouve à quelques années-lumière, plus que des années-lumière, à des millions d'années-lumière, j'en sais rien, moi. Mais je passe par quelqu'un de beaucoup plus compétent, et c'est pour ça que je mets un triangle, c'est une intelligence, comme ici c'est un œil, qui lui a démontré, ou lui le sait, l'a vu, ou l'a démontré, ça dépend. Bon. Alors il y a 2 relations, il y a la relation A et la relation B, qui autorisent la relation C, c'est-à-dire, si je suis sûr que le témoin, c'est-à-dire celui que j'interroge, ne se trompe pas et ne me trompe pas. Je l'avais dit la dernière fois. Donc, la relation A et la relation B sont sûres. Je suis obligé de l'admettre. Et si je ne l'admets pas, c'est qu'alors c'est moi qui manque à la plus saine logique. Je dis, non, ce qu'il dit est faux. Alors il me dit, alors je mens. Je dis, non, 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 non. Alors je me trompe. Je dis, non. S'il se trompe et ne me ment pas, alors c'est moi qui me trompe. Alors je ne suis pas logique. Bon. Mais avant, j'aimerais approfondir un tout petit peu cette notion, parce que je vais vous la démontrer, que le 95% de nos certitudes scientifiques sont de foi. Alors reprenons la question de la rotondité de la Terre, parce que je vais vous montrer comment on l'a démontré, mais je continue d'y croire, mais avec certitude, parce que je ne l'ai pas faite. Je sais comment on l'a fait, je sais à l'époque on l'a faite, mais moi, je ne l'ai pas faite. Et les gens croient que parce qu'ils savent comment on a fait, qu'eux l'ont fait. Je dis, mais non, ils ne l'ont pas fait. Je crois qu'actuellement, sur la Terre, aujourd'hui, il y a 4 ou 5. D'abord, ceux qui l'ont vu. Évidemment, ceux qui ont tourné autour, je pense quand même qu'ils peuvent avoir la certitude que la Terre est ronde, qu'on ne les a pas amenés dans un studio de Hollywood pour leur faire passer sur l'écran géant, parce qu'à Cuba, quand les Américains ont été sur la Lune, on a dit aux gens que c'était fait en studio d'Hollywood, et certains y croient encore du reste. Alors, revenons. Je suis absolument certain que la Terre est ronde, comme je suis certain que les lampes sont allumées. Et je sais même qu'elle est un tout petit peu renflée à l'équateur, je ne me rappelle plus de combien, mais très peu à cause de sa rotation. Vous imaginez si j'ai été vérifié. Mais je n'en ai pas ni l'évidence, n'ayant pas moi-même tourné autour de la Terre. Les photographies ne sont pas des preuves, hein, faites attention. Les photographies elles sont d'autant plus suggestives qu'elles sont truquées. On a des photos, des piles comme ça d'objets volants non identifiés qu'on appelle des soucoupes volantes, et je n'y crois pas pour le moment. Hein. Je suis dans le doute. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis, il y a quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est.
Par contre, je sais comment on a démontré la Terre. Alors j'aimerais quand même que vous sachiez comment on l'a fait, puisque cette chose qui est tellement amalgamée à notre culture, que la Terre est ronde, qu'on a des antipodes sous les pieds, que si on en fait le tour en 80 heures comme Jules Verne, on revient au point de départ. Bon. C'est au IIIe siècle avant Jésus-Christ, donc c'est vieux, après on l'a reperdu, qu'un mathématicien grec qui est né à Cyrène, mais qui a travaillé à Alexandrie, qui a découvert la rotondité de la Terre. J'aimerais quand même que vous sachiez, il faut être modeste, que si vous et moi, on nous avait dit qu'elle était plate, on le dirait avec certitude maintenant, hein, on le dirait. Évidemment, on n'aurait pas pu nous apporter les documents photographiques, mais on nous aurait dit qu'elle était plate, comme on le dit au plus intelligent des Grecs, ils pensaient qu'elle était plate, tout au plus un peu bosselée. Et puis que quand on sortait du disque, ben on tombait. Les colonnes de Gibraltar étaient considérées comme les colonnes d'Hercule, c'est-à-dire, alors c'était le gouffre. C'est beaucoup plus tard qu'on a su qu'on pouvait en faire le tour pour aller en Inde, puis qu'on a découvert l'Amérique. Alors, c'est assez fortiche que, alors que tout le monde la voit plate, et que vous n'avez aucune raison de la penser ronde, parce que ce qu'on voyait dans le ciel, on ne voyait pas que c'était des sphères, on pensait que c'était des disques, et puis encore d'une nature non matérielle, on pensait que c'était des êtres absolument éternels, au sens qu'on dit des anges ou de Dieu. Ce mathématicien s'appelait Ératosthène. Peut-être qu'il est bon qu'on lui fasse un petit hommage, de conserver son nom, qui aurait tendance peut-être à se perdre. IIIe siècle avant Jésus-Christ. Vous savez qu'avant Jésus-Christ, conventionnellement, on écrit comme ça. Ça ne veut pas dire plus ou moins, comme on disait tout à l'heure, un petit peu. Ça veut dire avant Jésus-Christ, dans les dictionnaires modernes. Il était à la bibliothèque d'Alexandrie. Alexandrie avait la plus belle bibliothèque à l'époque du monde, du reste elle a brûlé plus tard. Mais quand je dis bibliothèque, ce n'est pas des livres, c'était des rouleaux. Mais il y avait à peu près toute la science du temps. Vous situez à peu près Alexandrie, c'est important pour notre démonstration, c'est au delta du Nil, donc tout à fait dans le nord de l'Égypte. Et là, c'est là qu'on a traduit l'évangile en grec. On n'a pas l'évangile en araméen, il a probablement été écrit en araméen, au moins par saint Matthieu. Si le Saint Matthieu que nous lisons est bel et bien l'unique Saint Matthieu, ce qui est difficile à dire, mais nous n'avons que l'évangile en grec. On a l'Ancien Testament en hébreu, puisqu'il est dans la tradition juive. Mais les évangiles ont été traduits en grec à Alexandrie 2 ou 3 siècles après Jésus-Christ. C'est bien dommage, mais le Christ n'a pas parlé en grec. Mais on retrouve un peu l'araméen par-dessous. Donc, Alexandrie, un des phares, encore peut-être plus importants que Athènes et Rome, les 3 grandes capitales culturelles, attirait les savants du monde entier. Qu'on lisait ces rouleaux, c'était des récits de voyage, c'était des récits déjà de scientifiques. Il y avait Pythagore qui avait passé à Alexandrie, l'école d'Alexandrie. Et alors ce mathématicien découvre une fois dans un parchemin, qui n'était pas très vieux du reste, que dans le sud de l'Égypte, dans une ville qui s'appelle Syène, non pas Sienne, mais Syène, non, il n'y a pas de S. À Syène, donc c'est en Érythrée actuellement, le sud de l'Égypte, c'est plus en Égypte, mais à l'époque c'était encore l'Égypte, des voyageurs rapportent cette chose tout à fait extraordinaire qui les avait complètement émerveillés et interrogés et surtout peut-être même effrayés, c'est qu'il y a un jour par an où les colonnes n'ont pas d'ombre. C'était assez extraordinaire parce qu'en principe les colonnes à cette époque on les faisait les plus verticales possibles, c'est pas qu'elles penchaient. Et un jour tous les gens célébraient cet événement. Il n'y avait pas la moindre ombre. Le soleil était dessus la colonne. Ça a d'autant plus stupéfié les gens d'Égypte, et surtout ceux d'Alexandrie, sans parler ceux de la Grèce et du Septentrion, qu'il n'y avait jamais un jour de l'année où les colonnes ne font pas d'ombre, ou bien que le soleil descend à la verticale dans un puits. Et ça a commencé par les colonnes. On a vérifié 2-3 choses. D'abord, on s'est demandé quel est le jour de l'année. Et on a découvert, on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, c'était le sommet de l'été.
ce qui pour nous correspond au 24 juin. Alors c'était très intriguant, on s'est dit, mais pourquoi chez nous, Alexandrie, il n'y a pas ce phénomène mystérieux, étrange? Et c'est là qu'a eu l'intuition. La science procède souvent par intuition, qu'il faut après confirmer, une hypothèse. Il s'est dit, incontestablement, les colonnes là-bas sont droites. Mais alors, puisqu'elles ne reçoivent pas le soleil de la même manière que nous, c'est qu'elles ne sont pas parallèles par rapport aux nôtres. Il n'y a que cette explication, sinon on divague, on dit n'importe quoi. Elles ne sont pas parallèles tout en étant droites. Alors c'est assez étrange que deux parallèles, oui, en principe parallèles, ne sont pas parallèles, puisqu'elles n'ont pas la même incidence d'ombre. Alors tout simplement, il a calculé le 24, quelle était l'ombre de la colonne à Alexandrie, et il a trouvé 7 degrés. Conventionnellement, à l'époque, alors tout à fait conventionnellement, on avait divisé le cercle, on l'avait dû étudier à l'école, en 360 degrés. On aurait pu faire n'importe quoi, on aurait pu le diviser en 1000 degrés, en 100 degrés, en 10 degrés, peu importe. Mais c'est pas mal, la preuve c'est qu'on le conserve encore aujourd'hui. C'est divisible par 4, on peut faire l'angle à 90 degrés, à 180 degrés, on le dit encore aujourd'hui. Hein. Changement à 180 degrés, ça veut dire on revient au point de départ. Et on le savait déjà, c'était Pythagore qui l'avait fait. Alors, il a trouvé 7 degrés, c'est-à-dire, alors ça, c'est pas difficile à calculer. Il s'est rendu compte que c'était ici, il y avait 7 degrés, donc si on le rapporte par rapport au centre de la Terre, ça fait par rapport à la verticale 7 degrés. Il y a un principe de géométrie qui fait que les angles alternes, externes ont le même nombre de degrés quand il s'agit de parallèles. Bon, alors ici on a 2 parallèles. Soleil, il est le même là-bas qu'ici, et ici il y a 1 degré, il y a 7 degrés. Or, il a eu l'idée d'envoyer une caravane à Syène, à ses frais. On a fait une expédition scientifique, peut-être une des premières du monde, qui devait calculer la distance. Mais évidemment, à l'époque, on n'avait que le stade pour calculer la distance. C'est assez imprécis, mais on était arrivé à un raffinement tel qu'on arrivait pratiquement à l'équivalent de nos kilomètres aujourd'hui. Or, il a découvert en stade, donc les gens marchaient, mesuraient, vous savez, les stades, c'est pas très long, hein, il faut les additionner, ce qu'aujourd'hui, on traduirait par 810 km, je ne me souviens plus le nombre de stades, peu importe. Toujours est-il qu'il y avait entre Alexandrie et Syène 810 km en valeur aujourd'hui, en nomenclature d'aujourd'hui. Alors, si ici je mets 810 km, 7 degrés, c'est le 50e grosso modo de 360 degrés. 7, ça ferait 350, grosso modo. C'est la 50e partie. Alors il s'est dit, alors 810 km, c'est aussi la 50e partie d'une sphère si on est sur une sphère. Alors il a calculé et il est arrivé à 42 000 km, 50 fois 810. C'est pas difficile. C'était pas loin du résultat, puisque nous, avec tous nos moyens modernes, on arrive à 44 000, je crois. Il faudra demander aux spécialistes, exactement, à la virgule près. Mais uniquement par intuition. Il avait vérifié mathématiquement, dans l'hypothèse qu'on est sur une sphère. Mais c'était la plus vraisemblable. Sinon, comment expliquer que ces colonnes qui sont verticales ne sont pas parallèles? C'est que si elles sont construites sur un arc de cercle, tout au moins. Et si l'arc de cercle se prolonge, eh bien, on a une sphère qui est approximativement de ce que nous savons. C'est pas tellement ça que je voulais vous enseigner, quoique je trouve que c'est une piété philosophique de rendre aux anciens ce qui leur revient, et de ne pas les laisser mourir dans l'ennui, dans l'oubli. Mais moi, je n'ai pas fait cette démonstration. J'ai lu ça, et vous non plus, vous ne l'avez pas faite. Mais je le crois. Je ne vois pas pourquoi on m'aurait raconté des balivernes sur ce monsieur Ératosthène. J'ai des motifs de crédibilité. Alors c'est ça, la démonstration.
c'est qu'elle doit avoir des motifs, la démonstration de foi, parce qu'il y a une certaine démonstration. Je dois m'assurer des motifs de crédibilité, c'est-à-dire m'assurer qu'il ne se trompe pas et ne me trompe pas. Dans ce cas-là, alors, je suis sûr de ce qu'on me dit. Maintenant, gros morceau, comment m'assurer qu'il ne se trompe pas et qu'il ne me trompe pas? Le contraire, qu'il ne me trompe pas et ne se trompe pas. Encore une fois, j'aimerais que vous ayez la même impression quand je fais des cercles qui s'interfèrent les uns aux autres ou qui s'incluent les uns les autres, qu'ils débouchent sur une certitude, puisque le mercure est un métal et les métaux sont bons conducteurs. Alors évidemment, le mercure qui est dans les métaux, bon. J'aimerais que vous ayez la même impression, que si je suis sûr de cette relation, et de cette relation, évidemment, je suis obligé, non pas, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas démontré, mais je me suis dit, donc c'est vrai. C'est à cette seule condition que je ne pêche pas par crédulité. Parce qu'il y a une hygiène de l'intelligence. On peut fauter contre l'intelligence. La crédulité incroyable, c'est un péché contre l'intelligence. Il sera pardonné, bien sûr, parce qu'on fera jouer le 8e sacrement qui s'appelle la bêtise, qui sauvera peut-être beaucoup d'hommes, y compris moi. Mais normalement, il y a 7 sacrements. Il y en a un surnuméraire, la bêtise. Bon, on dira, bon, ça flottait, tu avais... Mais il faut quand même l'éviter, parce que je suis quand même... Mais effaré, et ça fait rire, mais je suis effaré de la crédulité. Mais je veux vite donner un exemple, parce qu'il est tout récent. Vous en avez, j'en ai, si vous voulez, un jour, on passera en revue, mais il y en a toutes les semaines. Je ne parle pas seulement des sectes, je parle de phénomènes qui sont inquiétants, parce qu'on dit, mais comment un homme intelligent peut croire ça, hein? Là, c'est une femme qui est une femme bien, une femme intelligente, qui habite Estavayer-le-Lac. Et la pauvre, on peut être miséricordieux, du reste, je ne l'accable pas, mais qu'on puisse aller jusque-là, que des gens puissent exploiter la crédulité humaine jusque-là. Cette pauvre femme, elle a été quittée par son mari. C'est des choses qui existent. Alors, elle est tombée sur un gourou, pas un gourou, un devin, un type. J'ai reçu encore l'autre jour dans la boîte aux lettres des trucs, un type qui habite Annemasse, qui nous dit que pour tant d'argent, retour d'affection, succès des examens, amaigrissement, enfin, il y a tout, on peut tout lui demander, compte finance. Alors lui, il lui a un sacré médium, ce zigoto-là, plus proche de la pornographie que de la voyance, parce que afin de faire revenir l'époux fugueur, il a coupé les cheveux de la femme abandonnée. Il lui a demandé de baisser sa culotte, elle lui a coupé les poils du pubis. Bon, c'est un peu drôle, mais que la bêtise humaine pas aller jusque-là, je trouve ça admirable d'une certaine manière, c'est vrai. Vous m'excuserez, mais ce n'est pas tout. Il a ensuite utilisé une bougie à des fins intimes, vous demanderez à votre maman, enfin, laquelle bougie devait par la suite brûler en 3 jours, et c'était une consultation à 2400 francs. Pour se faire des titillements avec la bougie, puis ensuite de brûler en 3 jours. Ben, elle a marché, bien sûr. Le charlatan est allé plus loin encore dans l'escroquerie. C'est tout récent, vous comprenez, ça m'a fait rire. Il a téléphoné le soir même pour réclamer une somme de 5000 francs. La dame s'est alors rendue à un 2e rendez-vous le 18 janvier, donc cette année, à Yverdon. Elle lui a remis 4000 francs pour recevoir un flacon et un petit gris-gris. Mécontent, car il espérait beaucoup plus, le Guinéen, c'est un type de la Guinée, lui a encore pris 50 francs dans le porte-monnaie, et le lendemain, il a lancé un nouveau coup de fil exigeant pas moins de 12 000 francs. Sans quoi vos enfants ne pourront pas se marier. Donc maintenant, c'est plus son mari qui rentre à la maison. Alors bon, ça continue comme ça, pour finir, elle a donné encore 5000 francs, puis elle a averti la police. Mais je me dis, bon, elle avait l'esprit un peu troublé, c'est vrai, il faut être miséricordieux. Mais je me demande si, toute proportion gardée, on n'est pas des fois victime de trucs pareils. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours s'interroger. Mais est-ce que j'ai vérifié les motifs de crédibilité? C'est-à-dire, est-ce que mon témoin, qui est peut-être qui a bonne façon, qui est un homme qui me paraît fiable, c'est pas suffisant, il ne faut pas le juger. Beaucoup on juge sur la bonne mine. Il ne faut pas. Il faut se dire, ça peut être un escroc, trop poli pour être honnête. Je dois vérifier. Vous me dites, mais comment vérifier? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer. Oui, il faut quand même que je le fasse aujourd'hui. C'est-à-dire, non, c'est une histoire un peu longue. Alors, je préfère l'introduire la prochaine fois, parce que c'est une histoire
Ah oui, c'est pas tout à fait juste, je ne dois pas le faire maintenant parce que c'est la troisième règle. Oui, c'est la troisième règle. Alors, commençons nos 4 règles. Et bien, je vous raconterai cette histoire qui est une sorte de petite fable que j'ai inventée pour mes élèves, mais je m'autorise d'une tradition philosophique. Vous savez que Platon utilisait beaucoup, moins Aristote, mais Platon utilisait des mythes philosophiques, c'est-à-dire il racontait une petite histoire très simple, très figurative, pour expliquer un problème philosophique très ardu. Le mythe de la caverne, il y en a d'autres du reste. Et moi, je m'autorise de cette tradition aristotélicienne, platonicienne, pour inventer une petite histoire. Vous verrez tout de suite qu'elle est inventée, mais elle sera assortie alors d'une question philosophique. Et je ne suis pas sûr, je ne vous interrogerai pas, on n'est pas à l'école, mais vous pourrez vous interroger, vous, si vous avez su répondre. Je m'esbaudis à l'avance, je me réjouis, je suis sûr que tout le monde le saura, mais ça n'est pas sûr, parce que c'est le pont aux ânes, c'est-à-dire, vous n'êtes pas des ânes, mais vous êtes quand même des apprentis philosophes, et on l'est toute sa vie. Mais je me demande si on aura, de la part de tout le monde, la réponse juste. Je ne vous interrogerai pas, parce que je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, parce que je prévois bien que c'est pas facile, mais il n'y a qu'une réponse. Après ma petite histoire, qui a l'air très naïve, très, très gentille, bon, c'est pour la troisième règle. Alors, les règles de la vérification des motifs de crédibilité. Alors, on va se mettre d'accord que quand je vérifie la relation A et la relation B, quand je les vérifie, c'est-à-dire voir si elles sont vraies, C, je ne peux pas vérifier, sinon ce serait plus de la foi. Quand j'irai voir moi-même si la Terre est ronde, je dirai pas « Ah, mais non, enfin !» Je l'admets, je le savais déjà. Je n'aurai pas de surprise, mais ça me fera du bien quand même de dire « Je le savais, mais c'est quand même encore mieux de le voir, d'autant plus que c'est très beau. » Alors, ça s'appelle la vérification des MDC, la vérification des motifs de crédibilité. Alors, retenez bien cette expression, je l'ai utilisée à tort et à travers. Motifs, j'ai des motifs de crédibilité, c'est-à-dire le témoin est crédible et non pas crédulité. Faites attention, la crédulité c'est une faute, la crédibilité c'est une qualité. Si quelqu'un est crédible, l'argent aussi est crédible. C'est basé sur le crédit. Le mot crédit en commerce aussi, ça veut dire je crois l'autre, j'ai des raisons de le croire, je lui fais confiance si vous voulez. Alors, les motifs de crédibilité n'ont rien à voir avec la crédulité. Alors, je dois vérifier les motifs de crédibilité. Je ne peux pas dire ah oui, c'est vrai, sans raison. Et même si c'est vrai, je n'ai pas le droit. Ou bien je sens que c'est vrai, ou j'ai l'impression que c'est vrai. C'est une faute contre l'esprit. Encore une fois, elle sera pardonnée. Bon. Première règle. Quand le fait est banal, normal, mais je ne l'ai pas vu, la vérification des motifs de crédibilité peut être normale. Vous direz jusqu'à présent, c'est pas très dangereux. Oui, ça va le devenir. Alors, posons d'abord ça, puisqu'on fait ça tous les jours. Quand le fait, disons, est le contraire d'extraordinaire, c'est banal, oui, c'est banal. C'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On verra quand c'est extraordinaire. La vérification n'a pas besoin d'être extraordinaire. Elle est toute simple, mais elle doit se faire. On va tout de suite prendre un exemple. Ça m'est arrivé dans le cours de mes leçons d'avoir un ou une élève qui arrive en retard en classe. Je ne demande pas d'explication, mais des fois on m'en fournit une, d'autant plus que j'étais assez sévère de ce point de vue-là. J'arrivais moi-même toujours à l'heure, je ne verrai pas pourquoi est-ce que les élèves pourraient arriver, mais il y a des raisons, des fois, péremptoires. Et si une élève ou un élève me disait « Excusez-moi, j'ai assisté à un accident où mon père a été embouti parce qu'il me conduisait à l'école en voiture. Je n'y étais pas. Je n'ai pas vu. Je dois donc croire celui qui parle, qui est cause et partie. Il s'agit de lui. En quelques secondes, il faut que je vérifie les motifs de crédibilité. Et ça se fera tout naturellement, à la manière dont ça m'est dit. Vous me direz, ce n'est pas une preuve. Si, humainement, c'est possible de se dire, il est crédible. L'état
de nervosité, il faut vérifier que ce n'est pas le 1er avril. Mais ça se fait très vite, hein. Comme tout à l'heure pour les cercles d'inférence, ça se fait à la vitesse électronique, on sait si une chose est en partie fausse ou juste. Alors, si quelqu'un me ment, qu'il arrive avec un air un peu faussé, qu'il ne vous regarde pas dans les yeux, qu'il a l'air mal à l'aise, on peut suspendre son jugement. Je ne dis pas que c'est faux, je dis prudence. Mais il y a des cas où manifestement vous dites oui. Vous m'annonceriez que ce matin vous êtes arrivé en retard, surtout vous, et vous direz, excusez-moi, il y a eu un bouchon sur l'autoroute, à condition, comme Marie-Christine, on ne va quand même pas se mettre à la décortiquer comme on le fera tout à l'heure pour savoir si elle se trompe ou si elle nous trompe. Évidemment, elle n'a aucune raison de me dire quelque chose de faux. Elle n'a même pas besoin de s'excuser comme l'élève à la rigueur. Le matin, il n'y a pas lieu de pousser très loin. C'est ce qu'on fait tous les jours. Si, en arrivant dans votre famille le soir, vous dites, tu ne sais pas ce que j'ai vu à Saint-François, il y a eu un spectaculaire accident, ou je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi qui sort un peu de l'ordinaire, enfin qui est quand même coutumier. On vous croira immédiatement au ton qui ne trompe pas, en vous connaissant, vos antécédents, en sachant que vous n'avez jamais inventé des canulars pour vous rendre intéressant. Autre chose, lorsqu'on a des raisons, alors, et Dieu sait si c'est fréquent, je l'ai encore expérimenté tout récemment, dans une famille où alors vraiment il y a un affabulateur de premier ordre qui nous mène en bateau, on ne le croit plus. C'est dramatique, parce qu'on ne peut plus. Il nous a trop bourré la tasse. Du jugement sur ces problèmes d'arrivée tardive et compagnie. C'est vraiment alors... C'est terrible alors à ce moment-là. Mais en règle générale, quand on connaît les antécédents de quelqu'un, pour un fait normal, la vérification, et elle se fait spontanément, vous n'avez même pas besoin d'y songer, elle se fait d'elle-même. Deuxième règle, lorsque le fait est extraordinaire, la vérification des MDC doit être extraordinaire. Et ça, on ne le fait pas. On joue de la deuxième règle comme de la première, sur quelques petits indices très superficiels qui ne suffisent pas, même quand il s'agit de mon meilleur ami. Je n'ai pas le droit, et ce serait offense, comme la petite histoire que je vais vous raconter vous l'illustrera, ce serait offense non seulement à l'intelligence, mais à lui. Et s'il est intelligent, il serait offensé que vous admettiez immédiatement ce qu'il vous dit. Il n'en tirera pas ombrage, parce qu'il sait très bien que vous n'avez pas le droit de le croire pour un fait qui sort de l'ordinaire. Alors, il ne s'agit pas d'un accident à Saint-François, où il y en a tous les jours, mais vraiment extraordinaire, de l'ordre du paranormal. Votre meilleur ami viendrait vous annoncer qu'il avait une soucoupe volante. Vous n'allez pas lui dire « Ah oui, raconte, oui, c'est intéressant, oui, c'est marrant, vous vous foutez de sa gueule. » Et du reste, il serait offensé. Lui-même sait très bien qu'il doit vous poser un problème très difficile. Il se mettra, je crois, assez intelligemment à votre place en disant « Oui, mais attention, il y a une vérification des mots de gravité parce que j'aurais pu un tout petit peu... il y a des fois où on a, en pleine nuit, avec la pleine lune, des fois on a un tout petit peu des illuminations, hein. On peut voir des choses qui n'existent pas, parce que les soucoupes volantes, on en reparlera, mais je suis encore et de plus en plus frappé, je doute, pour moi c'est une certitude qui ne vient pas d'un autre monde, certitude scientifique, d'après ce que me disent les savants, hein. Je n'ai pas été mesurer les années-lumière, mais le phénomène lui-même, alors moi je suis dans le doute. Est-ce que c'est de l'ordre mental? Est-ce que c'est de l'ordre d'une illusion d'optique? Est-ce que c'est des objets mal identifiés mais d'origine terrestre? Je ne sais pas, alors je ne sais pas répondre. Objets volants non identifiés. Mais il y a quand même quelque chose qui me frappe quand on me parle de soucoupe volante. C'est que le nombre de personnes qui en sont les témoins, parce qu'on verra la pluralité des témoins, est inversement proportionnel à son approche de la soucoupe volante. Ça m'a toujours intrigué. Pourquoi, plus vous approchez du troisième type, le troisième type c'est quand il sort de la soucoupe, il n'y a plus qu'un témoin. Vous n'avez pas d'exemple, sauf au cinéma, mais dans les narrations, j'en ai toute une collection, c'est toujours un gars qui était dans la forêt, et puis ça, il a vu. On aimerait qu'une fois,
Il y en a 10 qui voient les petits hommes verts, enfin, pas au cinéma, hein, dans la réalité, parce qu'il y a quand même des narrations à première vue assez... C'est pas assez rassurant. Enfin, c'est quelqu'un qui vous dit, et puis on se demande pourquoi il inventerait. Hein. Il y a des gens... Bon, ça m'intrigue déjà. Hein. Je me dis, là, on aimerait bien qu'il y ait au moins plusieurs témoins, parce qu'on verra que c'est la troisième règle. Alors, rendez-vous la prochaine fois. Je m'en vais analyser cette troisième règle. Si elle n'est pas observée, elle a sa rigueur géométrique, nous péchons par crédulité. Et je crois qu'on éviterait bien des malheurs, bien des déconvenues, et bien des sottises, et même des drames, si on avait l'élémentaire présence d'esprit. Quand on pense qu'on est arrivé à faire croire à ces braves victimes de la secte du soleil, ou je ne sais pas quoi, qui ont été mis à mort, et c'était des gens, des intellectuels donc, c'était pas je ne suis pas méprisant pour les gens, encore qu'eux seraient peut-être moins dupes, mais quand on pense qu'il s'agissait de médecins, de professeurs, de professions libérales qui avaient fait des études, c'est tout ce que je dis, qui avaient donc développé un peu leur esprit critique en principe, et qu'on leur faisait apparaître des fantômes, et puis on leur disait, ouais, il n'est pas venu, ou bien toutes ces narrations de fin du monde, où il y aura les extraterrestres qui vont venir sur la Terre. Il y a une ambassade à Genève, et il y a 40 000 adeptes dans le monde entier qui attendent la venue des extraterrestres, parce que le fameux Raël, puisqu'il est suisse, a été une fois emporté dans une coupe volante avec Jésus-Christ, Bouddha, Socrate, enfin des personnages importants, et puis qu'il est venu pour faire une ambassade, et il y a une ambassade pour attendre les extraterrestres qui viendront sauver l'humanité. Moi, je trouve que c'est assez beau comme folklore, parce qu'on a besoin de rêver. Mais ce qui m'inquiète, c'est quand ça s'est pris au pied de la lettre. Alors ça commence vraiment à m'inquiéter. Alors, on fera une petite histoire qui, je vous la préviens, elle sera inventée. Mais la question que je poserai à la fin, elle n'est pas inventée du tout. Et alors, on pourra vérifier à quel prix et comment on peut, dans un cas extraordinaire, et on est en train de m'annoncer des choses extraordinaires. Moi, je crois des choses tout à fait extraordinaires. La résurrection du Christ, puisqu'on parlera après de la foi avec F majuscule, à laquelle il faudra appliquer les règles, hein, sans quoi c'est de la crédulité. Même celui qui croit au Christ, il y a peut-être beaucoup de gens qui croient au Christ de manière crédule, par paresse d'esprit, par tradition. C'est une foi morte. Alors évidemment, ils sont des victimes d'abord désignées de faux prophètes, de faux Christ. Il y en a encore actuellement, j'en ai un du reste, le Christ de Montfavet, que j'ai connu du temps de sa propagande, mener les morts. Mais quand on pense ce qu'il est arrivé à faire dire il y en a un du reste à Lausanne, j'ai aussi le texte, celui qui faisait la nuit de Noël sur le pont Bessières, un petit refuge pour ceux qui avaient tendance à sauter en bas pendant les fêtes, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, qui se disait « je suis le Christ ». Bon, c'est du folklore, ça c'est pas grave, mais quand c'est quelqu'un qui se prend au sérieux, et qui dit, vous verrez à quel titre, alors il argumente, ça devient quand même un peu plus inquiétant. Et comme, encore une fois, mais je ne le redirai plus, le 95%, et je vous assure, encore je suis bon, hein, de nous donner 5% de vérification de nos certitudes. D'évidence, c'est pas difficile, seulement c'est pas profond les évidences, que les lampes soient allumées. Mais qu'est-ce que j'ai comme évidence importante? Rien du tout de choses importantes. La démonstration, moi personnellement, j'en ai très peu, à titre personnel. Hein. Je n'ai jamais vérifié que l'eau est faite d'hydrogène et d'oxygène. J'ai essayé une fois, j'ai mis à la cathode et à l'anode, mais j'ai obtenu 2 gaz. J'ai réussi avec du courant continu, mais je ne sais pas. On m'a dit que c'était d'un côté de l'hydrogène, de côté de l'oxygène, je n'ai pas été vérifié. Alors, affûtez vos esprits critiques pour la prochaine fois, où je vous soumettrai à l'épreuve, mais sans humiliation, tandis que pour mes élèves, j'étais quand même obligé de leur faire mesurer la part, disons, d'incohérence ou, disons, d'irrationnel qu'elles avaient ou qu'ils avaient. Alors, je vous raconterai une petite histoire et on verra comment je dois, dans les cas extraordinaires, vérifier de manière qui sort de l'ordinaire la crédibilité de celui qui me parle, fût-il mon meilleur ami. La crédibilité, est-ce qu'il est croyable? Est-ce que je peux le croire? Me trompe-t-il? Se trompe-t-il? Non à la question 1,
non à la question 2, alors ce qu'il dit est vrai. Encore que je ne l'ai pas vu. Alors, à la prochaine fois.